Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est toujours avec beaucoup de joie que nous parlons de ce côté. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que nous sommes là tous les matins pour vous servir. C'est toujours avec beaucoup de fidélité que nous faisons ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. Espace Miné, 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes mardi. Il s'agit de mardi entrepreneuriat. Oui, tous les mardis, nous avons un angle bien précis pour parler de l'entrepreneuriat au Cameroun et surtout pour parler de l'entrepreneuriat au niveau du continent africain. Ce matin, nous allons tout simplement marquer un arrêt pour évoquer l'entrepreneuriat dans le continent africain, surtout parlant de la jeunesse africaine. Que peuvent faire les États africains pour permettre aux jeunes Africains de se lancer efficacement dans le monde de l'entrepreneuriat? C'est la problématique essentielle dans le cadre justement de ce programme ce mardi sur Info TV. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très époustouflante Claudia Ncha pour une balade informationnelle. Nous aurons également notre dénonciation, la dénonciation du jour qui restera ce fait de société qui vous énerve à notre niveau. Nous vous proposons quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 317 sont à votre disposition sur Canal Plus International. Merci de faire confiance à Info TV. Accueillons ces amis qui nous accompagnent tous les matins. Alain Dou, bonjour. Bonjour parfait, bonjour à mes co-discutants déjà installés, bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est un plaisir d'être à nouveau sur le plateau de Mardi Entrepreneuriat en ce matin. Merci à Alain Douk d'être là. À côté d'Alain Douk, nous avons donc Joseph Zambo. Joseph Zambo, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour parfait ici et bonjour aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. En forme? Très en forme ce matin. Surtout que aujourd'hui, j'ai remarqué dans mon calendrier que ça fait une année déjà que je fais partie du programme Espace Miné. Ça ne fait pas encore plus d'un an? Ça a dépassé, mais c'est aujourd'hui que je me suis rendu compte que ça fait un peu plus d'un an. Oui, ça fait un peu plus, mais c'est là tout à l'heure que je regardais un peu, je vois qu'on a dépassé une année. Et pour moi, c'est une joie parce que le défi était très costaud. Tout à fait. Ce n'était pas une question de compétences intellectuelles, c'était une question de stratégie et de trouver la manière avec laquelle, autour des débats télévisés, on peut transmettre le savoir entrepreneurial et surtout d'en inciter plus d'un. Et ce qui me met plutôt bien, c'est parce que j'ai des retours très positifs de beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont des activités. On a reçu le jeune pour la maroquinerie ici la dernière fois. Tout à fait. Et bien d'autres qui disent qu'à travers le mardi entrepreneuriat, ils ont pu avoir le courage de se lancer. Et tous les mardis, c'est une école. Et il y a des gens à la maison qui ont un stylo et une feuille qui prennent des notes pour pouvoir optimiser leur savoir-faire entrepreneurial. José Zambo, vous allez garder le microphone, hein, juste pour constater également, nous ne tombons pas dans une espèce d'auto-glorification, non pas du tout, mais nous remarquons quand même qu'au niveau des médias au Cameroun, c'est la toute première fois où nous avons eu une émission où toutes les semaines, nous parlons entrepreneuriat, surtout en télévision. C'est la toute première fois. Lorsque nous lancions cette aventure, beaucoup pensaient que ça ne servait pas à grand-chose, mais au fur et à mesure, on a eu la nette impression que l'impact est grand et surtout les retombées sont énormes. Bah oui, parfois ici, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas nombreux là, je veux dire, ceux qui pensent qu'ils comprennent l'entrepreneuriat, ceux qui pensent qu'ils enseignent l'entrepreneuriat, ils ne viendront pas nombreux sur le plateau. Parce que l'ingénierie pédagogique qu'il faut associer derrière le savoir-faire entrepreneurial ne leur permet pas sur un plateau de débat de mieux peaufiner la manière avec laquelle il faut transmettre le savoir. Et ça, c'est quelque chose que moi j'appelle la première saison de ce programme. On a réussi à aller dans les bases de l'entrepreneuriat et de savoir avec les reformulations qu'il fallait d'en intéresser même les acteurs du secteur artisanal qui n'ont même pas eu le CEP, mais qui sont les leaders du mardi entrepreneuriat et qui nous écoutent tout le temps. Et ça fait souvent du bien parce qu'on a même baissé le niveau au point où actuellement les gens pensaient que c'était par défaut de compétences, que je ne développais pas, que je ne prenais pas des thèmes ou que vous ne validez pas des thématiques qui
qui vont satisfaire la haute classe. Nous n'allons pas trahir un secret ici. Toi et moi, ça a toujours été un combat. Mettons les guillemets à combat lorsqu'il faut choisir les thèmes. Ouais. Habituellement, j'ai souvent trouvé que vous m'amenez des thèmes trop savants. Ouais. Vous m'amenez les thèmes de l'amphi, les thèmes de Harvard. Je te dis, Zambo, tu n'as rien compris. Quand je parle d'entrepreneuriat à Info TV, je voudrais que le pousseur qui est à Mbafia se retrouve. Je voudrais que le cordonnier qui est à Massangam se retrouve. Je voudrais que la Bayam Salam qui est des Kondotiti se retrouve. Ah oui. C'est ces personnes-là qui sont mes principales cibles. Maintenant, vous avez tous les ouvrages du monde avec les savants qui ont parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est ça qui va faire développer le Cameroun avec ces grands ouvrages de Harvard? Non. Voilà pourquoi Zambo, à un moment donné, m'a dit oui. Perfect, j'ai finalement compris. Oui, c'était difficile. Nous prenons les thèmes qui sont compréhensibles et les thèmes qui sont au niveau de tout le monde. C'était un lourd défi. Moi, je vais dire, c'est la deuxième fois que je valide mon diplôme de formateur en entrepreneuriat. Info TV m'a formé, moi je dois le dire, parce qu'au moment où on commence à Info TV, je venais de finir ma formation de formateur en entrepreneuriat dans une école française. Je viens de finir la deuxième formation en ingénierie pédagogique sur la transmission du savoir. J'ai été tout feu, tout flamme à sortir les gros mots, les ouvrages, les auteurs. Ça ne me sert à rien. Et vous m'avez cassé tout ça. Et c'était très difficile, ça, merci. Je dois l'avouer. Et je vais faire rapidement un témoignage. Parmi tant d'autres, un monsieur m'a harcelé au téléphone, harcelé dans le bon sens, et parce qu'il voulait le numéro de Joseph Zambo. Il avait suivi une de nos émissions sur l'entrepreneuriat. Vous parlez de l'affaire de Tournesol. Oui. Voilà, Tournesol, machin. Et je lui ai donné le numéro. Et ça fait environ 1 mois et demi. Ce monsieur m'a envoyé les images hier. Wow. De son champ de tournesol. Et elle me dit merci, parfait. Voilà ce que moi je vise. Vous pensez que étant à Harvard, on peut avoir ce genre de résultats? Non, non, je suis... Voilà des résultats concrets. Concrets. C'est là, monsieur a commencé à regarder Mardi Entrepreneuriat. Maintenant, il a son champ de tournesol à travers l'expertise de Joseph Zambo. Merci. Cela étant dit, accueillons Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les paroliers de ce matin. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous suivent. Comment vous allez? Je vais assez bien. Moi aussi, j'ai été harcelé, mais pas comme vous. Oui, mais c'est pour Blériot que j'ai été harcelé. C'est-à-dire qu'il y a l'ancien délégué de l'école nationale, l'ENS de l'école normale supérieure. Voilà, qui me harcèle. Dit à Blériot, je suis son premier grand fan. Dis-lui que vraiment, il faut que je le salue à l'antenne. Monsieur Paquet Donald, je viens de vous saluer à l'antenne. Blériot a entendu. Et je crois qu'il va chercher à savoir qui vous êtes. Merci à Ibrahim. Il y a également un autre monsieur que j'ai rencontré hier, du côté du carrefour Vorumbi. Il est à Douala. Il dit, les dimanches, il ne va plus à la messe parce qu'il doit regarder Libre Expression. Il m'a aussi dit de saluer toute l'équipe et de saluer Blériot. Et lui, il ne s'est pas limité aux salutations. J'étais assis à un endroit. Il a dit, prends la charge de toute la facture. Wow. Et je vous assure, la facture, ce n'était pas 1000 francs. Et il a tout payé. Bah, vu que tu ne consommes pas n'importe quoi... ça m'a fait chaud au cœur. Merci Ibrahim. Accueillons également donc notre consultant de tout temps, mais alors, de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé, alias Castou. Pierre Blériot, mais bonjour. Ah, ça c'est du Blériot. Nalekende dianawa nasibinu pepe yetenawa suwenamba namalasa owe
Je pense que nous allons applaudir. Hein. Je pense qu'on a compris le message. Mais c'est bien que ça vienne de Blériot. Blériot, il s'agit de quoi cette surprise en chanson? Ouais, la voix ne sort même pas. Je suis rentré chez moi à 3 heures. Wow. Le 16e Niémec est arrivé. Le 16e. Oui, oui, oui. Plus qu'une équipe de football. Voilà, il s'appelle Balegel Niémec Daniel Noué. Balegel Niémec Daniel Noué. Voilà. Donc c'est lui-là, quand il est né à 23h29 cette nuit. Donc... on m'a fait poireauter 1 heure de temps avant de m'admettre en salle. Vous voyez, elle est encore en salle d'accouchement. Et là, ce qui est bien là, c'est que c'est Ernestine Ngobalegel qui a accouché, l'une de mes femmes. Et elle était assistée d'une autre, Inès Niémec. Et tout a été, oui, oui. Et tout a été organisé à la base par Pulchéry. Voilà. Une autre épouse Niémec. Et ça, c'est Inès que vous voyez là qui porte le bébé, le nouveau-né. Et dans les noms là, une autre épouse est homonyme de cet enfant. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Donc, vous verrez bien qu'il s'appelle Daniel Noué. De toutes les façons, c'est la preuve de ce que du côté du Kosovo, chez Blériot, ça marche. Donc, félicitations à Ernestine. Surtout que Happy Dad, dont vous faites souvent la promotion. Non, mais on dit que mes spermatozoïdes marchent bien. Voilà, donc, bravo à Ernestine hein, et maintenant à toutes ces autres co-épouses qui l'ont assisté et surtout bienvenue aux garçons que le Seigneur à le l'équipe des médecins, des sages-femmes. C'était dans quel hôpital? CHU de Yaoundé. Ah, CHU. Oui, avec le docteur Kiki, le docteur Angwin, le fils de l'autre, et tous les autres stagiaires. Félicitations au directeur général. Hein. Voilà, le professeur Tiendje. Tout à fait. Voilà, je dis merci à tous. Bon, il y a une vidéo que je n'ai pas voulu publier pour d'autres raisons. Bon, je suis très heureux ce matin, mais bon, bien évidemment, je n'ai pas dormi. J'ai mis quand même un costume tout neuf aussi, pour le dire. Et pas seulement les choses du professeur Messanga. Non, non, pas. Bon, ça, c'est un peu au-dessus de ce que Messanga met souvent. Ah bon, hein? Non, non, c'est vrai. Faut bien regarder. Faut bien regarder. Les téléspectateurs n'ont pas la chance de voir la chaussure au pied. Ah, toi, tu n'es pas nu pied. Non, pour la revenue de Daniel Noué, j'ai sorti du lourd, quoi. Merci Blériot, merci Blériot. Akwameki viendra. Oui, chez nous on dit Akwameki, parce qu'un enfant naît. Voilà, je l'ai fait à l'hôpital, je l'ai fait à la rédaction, il viendra. J'ai dit que je fais plus de trucs en télé, quoi. Ah bon? Oui, quand je fais des farotages en télé, on m'appelle beaucoup. Même les parents qui nous... Non, mais tu sais que le chant que j'avais commencé là n'est pas encore terminé. Voilà, donc... ouais, prochainement. Merci beaucoup, félicitations une fois de plus. Blériot, vous gardez dans le micro, cette fois-ci pour continuer avec le boulot. Hein, avec le boulot. Et le boulot continue avec la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit ce qui suit. Je me plonge moi-même, hein, parce que pour la réussite de la vie, la discipline vaut mieux que les prières. On peut reprendre? Pour la réussite de la vie, la discipline vaut mieux que les prières. Ça veut dire quoi? Parfait, prier c'est bien, nous sommes des croyants et autres. Mais Dieu nous a donné une intelligence et des règles à respecter. Ne comptez pas sur la prière pour réussir en premier. Comptez sur la discipline de votre propre vie. Si vous ne respectez pas les lois, vous ne respectez pas les timings, vous ne réussirez pas. La prière est un complément. Ce n'est pas la base, c'est le complément. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. A tout de suite pour la suite.
Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous retrouvent nombreux ce mardi matin. C'est un plaisir. La nuit, elle a été? Bien sûr, la nuit a été plutôt cool, plutôt tranquille. J'ai bien dormi. Ça va. Vous avez changé le collier là? Pas de collier. C'est un simple collier ou bien c'est assorti à votre... Ça a sorti à la robe, c'est rattaché à la robe en fait. C'est rattaché à la robe. Oui. Oh, d'accord, je vois. C'est pas mal, hein. Ça me rappelle les films d'avant. Tu avais connu Isaora. Isaora. J'ai entendu parler. Ouais, tu devais encore être dans le ventre de ta maman. Hein. Isaora. Je ne savais même pas que je devais naître en fait. Nous, on a connu Isaora. Tu as connu Dynastie? Tu as connu Capoel? Tu n'as pas connu. Jeff. Moi, j'ai connu d'autres. Hein. Il y avait les Santana. Il y avait Peter. Et Joey Perkins. Ah, il n'y a plus les films. Santa Barbara. C'est quoi des séries? Les séries, Santa Barbara. Santa Barbara. C'est-à-dire, quand tu suivais le générique, ton cœur battait fort. Et il y avait les femmes qui étaient très jolies, mais nous étions encore trop enfants. Hein. Tu pouvais simplement rêvasser, mais tu ne pouvais rien faire. Mais à un moment donné, nous nous sommes vengés. Ah bon? Non, ne dites pas ça. Tu as connu Lucky Luke? Plus ou moins. Tu as connu Tortue Ninja? Tu as connu Raran? Le fils des Mais finalement, tu n'as rien connu, Claudia. Mais nous, on regarde juste fois les que séries toutes les chez vagues nous. de Là, l'océan. c'est Alors, parti. quand tu pibic. Vraiment connu ça. Là, tu suivais ça. Plus rapide que son. Oh Seigneur, non. Si tu rates ça, tu vas mal dormir. Léo. Les Léo. C'est quoi ça, des dessins animés ou bien? C'était des dessins animés. C'était Moi, des je suis dessins pas fan des animés. dessins. Non, tout le monde franchement. était fan, le monde entier. Tous les non, enfants non. étaient connectés. Tout le monde, même les parents. Même les parents. C'était autre chose, c'était pas vos petits dessins animés. Ah, Claudia. Léo, le roi de la forêt. Nous, on a regardé Sangoku, donc... Bon, Sangoku sont les petits machins C'est d'hier. petit, hier. c'est non, petit machin, mais... Ça n'atteint pas Léo. Sangoku. Ça n'atteint pas les Léo, les Raran, les Lucky Luke, les Bimbip. Claudia, Oui, parfait. que disent les journaux? Parfois, ici, les journaux sont en kiosque ce mardi et voici l'essentiel de l'information à retenir. Le quotidien Info Matin nous propose dans son enveloppe du jour de parler justement de Marie-Rose Dibon, la secrétaire d'État auprès du MINDU, par ailleurs présidente nationale de l'organisation des femmes de l'UNDP, a fait savoir que sa place dans le gouvernement ne souffre de rien. Elle ne démissionnerait pas. Elle refuse ainsi de marcher sur les pas de Bello Bouba Magari. Cela étant dit, au bas d'une de son journal, le directeur de publication souhaite un joyeux anniversaire au délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, le plus vieux policier au monde, souffle sur une bougie depuis ce jour, 93 ans et toujours au top. 14e édition du Salon de l'action gouvernementale. Le temps des activités a été donné hier à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Le cri hebdomadaire La Météo nous informe que la Camouata y est présente. Ils ont d'ailleurs lancé la campagne de 200 000 branchements afin d'améliorer l'accès à l'eau potable au Cameroun. Et pour ceux qui ne le savent pas, les manifestations de la 14e édition du SAGO 2025 sont placées sur le thème service public à l'épreuve de l'impératif de la croissance économique au Cameroun. Le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune fait un compte rendu sur la cérémonie d'ouverture solennelle. René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a procédé à la coupure du ruban. Après sa démission du gouvernement de John Gouté, l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle fait une révélation. Issa Tirouma Bakari déclare « Ce n'est plus Paul Biya qui gouverne ». Le quotidien Mutation revient sur l'interview exclusive de l'ex-membre du gouvernement accordée à Brut Afrique. Georges-Alain Boyomo rappelle en page 7 que Issa Tirouma Bakari est candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le jour dévoile aussi un autre visage d'un candidat à l'élection présidentielle, Jacques Mbunga Agbe, l'ancien économiste au FMI, veut challenger Paul Biya. Quelles sont donc ses forces? Aman Mané écrit de la page 4 à 5 que le docteur en économie et ingénieur diplômé de l'école centrale de Paris mise sur une expérience de 20 ans comme économiste au Fonds monétaire international pour proposer aux Camerounais des solutions concrètes à leurs problèmes.
Alors que les candidats se bousculent aux portes des Toudi, le clergé de son côté souhaite le départ du président Paul Biya. À ce sujet, la Nouvelle Expression rend publique la lettre ouverte au chef de l'État écrite par un prêtre. L'homme de Dieu de l'archidiocèse de Douala se prosterne devant le locataire des Toudi pour qu'il annonce le plus tôt possible qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle. Il explique pourquoi en page 2. Justice, l'urgence des États généraux. Le messager donne la parole à Maître Serge Boncoitenier, avocat au barreau de Paris et du Cameroun. L'homme de droit déroule les grandes lignes de son projet pour le bâtonnier dont les élections ordinaires sont prévues le 14 juillet prochain. Production de soja, où en est-on au Cameroun? L'Œil du Sahel nous rappelle ce matin que malgré son riche potentiel, le Cameroun importe 80 000 tonnes de soja par an. En petite tribune, Guibaï Gatama indique que la ville de Ngaoundéré est sous la furie des pluies diluviennes. Et puis, situation de la paix en zone Semek, le pays de Paul Biya est classé dernier. Clôturons ensemble cette lecture des journaux en kiosque avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti met en vitrine l'économie Business Summit. Le sujet est en débat à Paris. Apprend-on par Faïs. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches. Pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons simplement à demain 10h. À demain 10h, je serai parti sur ce plateau sans dire félicitations à notre Pierre Blériot Niemek, le digne fils de Boumniebel qui fait un très très gros travail. Le Kosovo est en ébullition. Félicitations, Monsieur Blériot, franchement, avoir beaucoup d'enfants. C'est le 16e. Le 16e. Bon, il manque 4 quand même pour avoir 20. On va à 22 par la grâce de Dieu. L'idée, c'est 22. Lorsqu'il organisera une fête, il n'aura pas besoin d'inviter les gens. Non, pas du tout. Jusqu'à présent, même déjà, c'est la situation qui se présente. Quand j'ai une fête chez moi, entre mes enfants, mes femmes et, comment on appelle, les belles familles, c'est fini. Hein? Oui, c'est terminé. On fait à peu près 60 personnes. Donc, je n'ai pas besoin. Je crois que dans quelques années, avec la grâce de Dieu, quand ils seront 22, ça fera que, avec leurs 22 partenaires, mari et femme, on verra. Et puis, merci, moi, je vous rebaptise tout simplement le président de la Chine populaire. Merci. Président de la Chine populaire. De toutes les façons, Claudia, nous nous disons à demain 10h, n'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très très prudente. Merci beaucoup. Des petits soucis avec notre caméraman qui est un peu embrouillé sur le plateau. Il va se ressaisir. Alors, disons quand même Pierre Blériot, disons également Joseph Zambo, disons Alain Douk, Ibrahim Maxime, que Marie-Rose Dibon, elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Oui, Marie-Rose Dibon n'est pas une vendeuse de harengs. Avec tout le respect que nous avons pour cette catégorie sociale, elle est tout simplement membre de l'UNDP, mais surtout ministre, secrétaire d'État au ministère, je pense, de l'Environnement. Voilà, elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Si Bello Bobalu l'a démissionné, vraiment, c'est son problème. Elle ne démissionne pas. Elle reste à son poste. Quelle est la réaction que vous avez après cette sortie de Marie-Rose Dibon? Écoutez, vous savez, il y a une théorie, en réalité dans la théorie politique, il est démontré que des politiques, la plupart du temps, poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Ils les priorisent sur les objectifs qui pourraient être ceux de la masse qui compte sur les politiques. Donc, il ne faut pas croire que forcément, pendant que vous voulez porter quelqu'un à une position de pouvoir, les objectifs que vous vous assignez sont les objectifs que le politicien lui-même, idéalement, s'assigne. Il a son agenda propre. Il a son calcul en tant que politicien. Donc, on voit là cette espèce de cacophonie, entre guillemets quand même, entre cette collaboratrice de Bello Bouba et lui-même. Le bon sens prescrirait qu'en réalité, après cette désaffection de Bello Bouba, que tous ceux qui sont de son bord politique quittent le navire, en principe. Certains te disent justement non. Non, c'est le bon sens. C'est même une certaine décence. Alain Douk, calmons-nous, on va doucement. Vous parlez là du bon sens, de la décence. Alors, Marie-Rose Dibon dit que
il y a 2 décrets. Oui. Il y a le décret de Bello Bouba, qu'il a nommé ministre d'État, et elle a son décret qu'il a nommé secrétaire d'État du côté du ministère de l'Environnement. D'accord? Et que maintenant, chacun est libre de ses choix. C'est pas aussi le bon sens. Non, il y a disharmonie. Il y a une disharmonie. Deuxième chose, lorsque Bello Bouba prenait ses décisions, oui. Madame Dibon dit que Bello Bouba ne l'a jamais consulté. Elle aussi, elle a appris ça à travers les réseaux sociaux et les journaux. Voilà, et là, vous voulez que Madame Dibon démissionne. Voilà, on revient donc à ce que je disais. C'est-à-dire que chaque politique, elle aussi, c'est une politique. Donc, elle a son agenda. Sur sa calculette politique, elle a des objectifs qu'elle s'assigne. D'accord? À titre personnel. Non, principalement, donc, ses objectifs, c'est qu'elle veut encore être au gouvernement. C'est ce que je dis. C'est voilà. Ce que je dis. Je dis qu'elle, dans son calcul, elle doit être là. Et pourquoi tu parlais dans le bon sens, de l'élégance? Non, je le dis pourquoi. Je le dis pourquoi. J'ai parlé de disharmonie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous êtes du membre politique. Lui, il est ton président. Dans tout ce que mon président fait, je dois accepter. Quand il part du gouvernement, moi, je dois partir du gouvernement avec lui. Justement. C'est lui qui va payer mes factures. Non, là n'est pas l'enjeu. Ah bon? Justement, l'enjeu c'est quoi? Non, l'enjeu finalement, c'est de donner crédit à ce que vous faites. Or, si chacun commence à jouer sa propre musique, le message que vous nous envoyez, c'est qu'il n'y a pas cohésion. Peut-être que Bello Bouba, lui, part du gouvernement, lui, il a amassé un peu d'argent. C'est ce que je dis, mais... Madame Dibon, elle a vu de son salaire de secrétaire d'État. Justement, je vois qu'on dit les mêmes choses, mais on le dit avec un phrasé différent. Non, nous ne disons pas les mêmes choses. Non, on dit les mêmes choses. Je te dis, quand j'ai dit tout à l'heure qu'en réalité, chaque politique a sur sa calculette ses objectifs qu'il s'assigne. Donc, Bello Bouba, par rapport à ce qu'il s'assignait, vois-tu, il n'a pas voulu rester. Mais est-ce que dans le calcul de la dame, qui est sa collaboratrice, elle fait le même calcul? Est-ce qu'elle poursuit les mêmes objectifs singuliers que lui? Et on voit donc qu'il y a donc cette disharmonie. Ils n'ont pas cherché à accorder leur violon, et ça donne donc ce que ça donne. Mais pour la perception collective, l'image, le message qui nous renvoie n'est pas bon. Très bien. Voilà, pour l'harmonie qui caractérise, qui devrait caractériser le parti. Ibrahim, Maxime, Julien, je m'habitue déjà à ce nom. Merci. Marie-Rose dit bon. Elle dit clairement, je ne démissionnerai pas. Alors qu'elle est membre de l'UNDP, son président, lui, il a claqué la porte du gouvernement. Parfait, il faut bien dissocier l'UNDP de la fonction gouvernementale. C'est-à-dire que c'est parce qu'on mélange et on a rendu gouvernement RDPC que si tu occupes un poste ministériel, c'est ton parti qui est en fait représenté là-bas. Ça ne devrait pas être le cas. C'est-à-dire que si on n'a pas dit, elle n'a pas dit qu'elle ne va pas soutenir son président dans son parti politique. Elle a simplement dit qu'en ce qui concerne la fonction qu'elle occupe, elle ne démissionne pas. C'est clair. Donc, elle a la liberté, c'est son opinion. Elle a la liberté de décider de démissionner ou de ne pas démissionner, c'est tout. Merci à Ibrahim. Blériot, le Cameroun devient doux. C'est beau quand je suis ce genre d'affaires. C'est sûr que Bello Bouba lui-même est un peu gêné. La dame, elle parlait avec beaucoup d'autorité. Elle était même légèrement énervée. Elle dit qu'elle ne démissionnera pas. Elle est certes membre de l'UNDP. Son président a démissionné du gouvernement, a présenté sa candidature. Elle a dit, elle ne démissionnera pas. Elle quittera ce poste si jamais le président de la République l'enlève. Alors, parfait, soyons honnêtes. Vous connaissez Marie-Rose Dibon? Non. Qui la connaissait ici? C'est une célèbre inconnue qui a été admise au gouvernement par l'entremise de la plateforme gouvernementale Alliance UNDP RDPC. Oui. Et celui qui l'a proposé au poste, c'est Bello Bouba Maïgari, qui avait le choix de proposer n'importe qui. Cela s'est fait donc comme c'est Bello qui l'a proposé. Non, allons-y d'abord. Elle n'existait pas. Elle va dans le package de l'UNDP. C'est le package. On dit à Bello Bouba, tu as 4 places, tu as 3 places. Au gouvernement. Tu choisis et lui se choisit ses hommes. Ça veut dire qu'on ne fait pas la politique avec conviction. Il a cru, je crois que Bello Bouba a cru qu'il avait choisi les hommes de confiance. Vous avez vu, Aboubakar a démissionné. Abakar a démissionné. Elle, c'est parce qu'elle fait aussi donc comme tous les Camerounais se disent que s'il me reste même 3 mois là, je prends ma part en 3 mois. Et puis bon, parce que je ne sais même plus si Bello Bouba va encore me proposer. Donc peut-être même, je peux faire même une transhumance politique. Je deviens membre du RDP. Alain Douka a raison. Vous ne pouvez pas être de l'UNDP. Le président national, le chef de la plateforme, qui vous a proposé, se retire et vous vous agrippez.
Elle est d'union et qui la connaît. Depuis que je... Blaireau, est-ce que c'est un problème de connaître quelqu'un? Oui, mais qu'il a mis en lien. Attendez, on va doucement. Ne vous énervez pas. Non, on ne s'énerve pas. Est-ce que le destin n'est pas individuel? Non, le destin est collectif. Les destins sont liés. Non, parfait. On t'a nommé ministre. Non, on ne l'a pas nommé. On a demandé des noms à Bello Bouba. Ça, c'est ce que toi tu dis là. Non, c'est ce que... Non, ça, c'est ce que toi tu dis. Attendez, d'abord, ça, c'est ce que vous dites. Oui. Mais nous avons simplement écouté les décrets à la radio et à la télé. Non, Nous, on ne sait pas les transactions qu'il y a eu en bas, ainsi de suite. Si nous sommes dans une société, je prends un cas, nous sommes dans une société d'action. Oui. Alain Douk a 30% d'action. On lui dit, viens avec 30% de personnel. Tu auras le DRH. Et la DI, je prends une entreprise de médias comme ici. Alain Douk vient avec son DRH, sa DI. Quand Alain Douk se retire, il se retire avec vous. Il part avec sa part d'action. L'UNDP s'est retiré. Marie-Rose, elle est quoi là maintenant? C'est un fantôme. Fantôme comment? Oui, elle appartient au PCRN. Elle appartient au RDPC désormais, elle a l'UPC. Et il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas dans un parti politique. Oui, choisis comme technocrate par le chef de l'État. Elle n'est pas choisie dans ce sens-là. Il y a des ministres politiques. Elle est ministre politique. Et elle vient de faire un acte de haute trahison. Tous les autres qui regardent... Parce que c'est ça. Moi, si c'est un acte de haute trahison, est-ce que Dibon elle-même ne va pas dire que Bello aussi vient de trahir Paul Biya? Non, Bello a rompu une alliance, c'est pas ça la trahison. Les autres appellent ça trahison aussi. Non. Bello et Thiro m'expliquent bien. Moi, je vais même vous dire, parce que j'ai une analyse que je fais depuis la nuit. Quand mon enfant est arrivé, j'ai eu une vision. Moi, je crois même que, je vais vous dire, hier, je pensais à Famen Domo. Moi, je crois même que c'est Paul Biya qui fabrique les défections du Grand Nord, là. Ah bon? Je vais vous dire. On va qu'on aille. Non, je vais vous dire. On aille taper Bello. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration. Non, je vais vous dire quelle est mon inspiration de cette nuit. C'est que Paul Biya veut donner le pouvoir au Grand Nord. En toute douceur. Observez ce qui se passe là. Ces gars-là, Paul Biya est en train de chercher une technique. Parce qu'il ne sait plus comment se débarrasser des faucons qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir. Paul Biya va céder le pouvoir au Grand Nord de cette façon-là. Et ils ne sont... Quand tu dis ça, tu veux que Kamto te regarde comment? Oh, ben, est-ce que j'ai un problème avec Kamto? Non, Kamto n'est pas du Grand Nord. Non, Paul Biya a fabriqué Kamto. Et pour la réussite du plan de Paul Biya, il faut que Kamto aille s'allier à cette affaire-là. C'est Paul Biya qui a organisé toute la politique qu'il y a au Cameroun, qu'on ne trompe personne. Actuellement, c'est lui qui tient les manettes. Il dit que Bello Bouba, Thiro m'a fait comme vous faites là. Il se retire. Tu vas entendre bientôt qu'il y a une alliance avec Kamto et Cabral. Kim, les Camerounais, c'est bon. On veut les choses en douceur. Paul Biya passe le pouvoir parce que comment il allait se débarrasser de tous ceux qui sont autour de lui, qui attendent le pouvoir? Merci. Il va le passer par les urnes. Et il avait dit dans une interview que dans une démocratie, il ne faut pas parler de dauphinat. Tout à fait. Alors, il ne fait pas le dauphinat, il rend à Ahidjo la même technique, mais plus raffinée encore. Moi, je vois la main de Paul Biya dans la passation du pouvoir au Grand Nord. Blaireau, tu es en train de dire des choses qui inquiètent. Hein? Mais ça inquiète, c'est ce que je vois là. Moi, je vais réfléchir sur cela toute cette nuit. Mais moi, je n'aurai pas une naissance cette nuit quand même. Joseph Zambo, Marie-Rose dit que les destins ne sont pas collectifs. Si Bello, lui, parle de son gouvernement, là, elle est là encore là. Vraiment, elle est là encore là. Avant ça, elle avait quoi? Il avait quoi avant? Et avec quoi avant? Bon, en tout cas, je pense que c'est... Il y a aussi des questions des intérêts qui tournent derrière. On s'allie à chaque mouvement en fonction de ses intérêts. Tout à fait. Je pense que ce qu'on recherche. Néanmoins, si M. Bello avait mieux organisé les intérêts de ses partisans, je suis sûr que d'autres ne trouveront pas de la peine à suivre son mouvement. Donc, il devrait se questionner maintenant. Est-ce que ceux mêmes qui l'ont suivi l'ont fait de gaieté de cœur, ou bien c'est aussi peut-être parce qu'ils sont obligés? Et d'autres s'en sont exprimés en disant qu'ils ne vont pas suivre le mouvement. Donc je pense que la politique est tissée de compromis, des ententes, des contrats internes. Et lorsque ça ne marche pas, c'est qu'il y a une donnée qui n'est pas réellement établie.
Merci Joseph Zambo pour votre regard. Nous allons également souhaiter joyeux anniversaire ce matin au délégué général à la Sûreté nationale, le DGSN, Martin Bargangele. Pour parler comme les autres, on dira le père de la police. Il a 93 ans ce jour et toujours debout. Je pense que ce genre de personne commence à être rare en Afrique. Je ne sais pas quel est son secret, mais Bargangele à 93 ans, toujours au top, selon le journal Info Matin, parution de ce matin. Petit mot à l'endroit du DGSN qui a 93 ans ce matin, Ibrahim. Alors moi, c'est effectivement, comme vous l'avez dit, c'est très rare, véritablement très rare de voir un monsieur de son âge qui marche comme un jeune homme. Je ne sais pas où il puise son énergie, mais peut-être que je vais aller demander conseil et encourager les téléspectateurs à faire aussi un peu de sport comme lui, parce qu'apparemment la formation militaire, ça aide à tenir. Ouais. Merci. Rapidement, avec Blériot Nyemek, le père de la police, Martin Bargangele, a donc 93 ans. C'est son anniversaire ce jour. Un petit mot à l'endroit du DGSN. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Ibrahim. Ce n'est pas la formation militaire, ce n'est pas le sport. C'est donc quoi? Koundé ne serait pas mort. Même fou. C'est quoi le secret de... Ça, il y a des gens qui ont été fabriqués. Vous voyez, hein, fabriqués, on ne sait pas comment. Au village. Ou fabriqués. J'ai vu le délégué général à la Sûreté nationale il y a moins d'1 an à l'école de police. Debout 2 heures de temps. Je vous assure, moi-même, je cherchais un siège. Donc, c'est des gens fabriqués. Non, on va te dire hygiène de vie. Le type marche. Non, il n'est même pas voûté. Ça, c'est des gens fabriqués. Moi, je peux pas. Non, le sport. On vous cite des sportifs qui sont morts. Bien, c'est pas ça, tu ne fais pas le sport. Non, je fais. Non. La dernière fois que tu as fait le sport, c'était quand? C'est pas ça le problème. Non, la dernière fois que tu as fait le sport, c'était quand? Non, on ne se comprend pas. Je ne dis pas que le sport n'apporte rien. À 93 ans, citez-moi le sportif qui est debout comme une aiguille, que vous connaissez. Je ne vois pas. Parce qu'il fait le sport. Tous les gens qui sont dans les trucs là, ils disent hygiène de vie. Cite-moi. La majorité même des sportifs à 70 ans, il est accroulant. Bon, attends. On les voit. Tu veux que je commence à citer les noms? On ne citera pas. Non. Vous voyez un type fabriqué, il est mais il va atteindre 100 ans avec la grâce de Dieu. Debout comme il est là. Et pour nous qui avons... Moi, j'ai déjà eu la chance d'échanger avec lui. Tout à fait. Il a toute sa mémoire. Oui, oui, bien sûr. Ah, bien là sûr. aussi, tu vas me dire que c'est le sport. Il raisonne très bien. C'est le sport. Donc, il est resté lucide. Voilà. Donc, il y a des gens fabriqués comme ça. On les fabrique où seulement comme Je ne sais pas. C'est le sens oui. de Paul Biya lui-même aussi. Et il y a une chanson, hein. Je ne sais pas si tu connais cette chanson. Martin Bargangele, oh yolo, Oui, je l'ai déjà écouté. oh lolo, le père de la police, oh yolo. Oh Bon, yolo. il faut dire quand même parfait qu'il y a des lignées où vraiment le patrimoine génétique des gens du pédigré en question donne de constater qu'ils vivent longtemps. Ça, il n'y a rien à dire. Et maintenant, bien que vous puissiez être dans une telle lignée, il y a quand même un style de vie qu'il faut adopter pour optimiser véritablement le potentiel génétique sur la question de la longévité. Hein? J'ai suivi une émission une fois, ça fait longtemps, où on expliquait que même le sommeil, par exemple, joue sur la longueur de nos télomères. Les télomères, c'est cette... vous voyez, quand vous avez le chromosome, les bras du chromosome, voilà, des bouts là. On peut dire qu'il faut bien dormir. Quand vous dormez, ça a un impact. Ça fait grandir les télomères un tout petit peu. Quand vous ne dormez pas assez, ça réduit les télomères et ça a une incidence. Moi, je vais alors te dire quelque chose. Martin Bargangele ne dort pas beaucoup. Il ne dort pas beaucoup. Je suis Il va dormir des gens qui dorment. Ce n'est pas le seul critère. Attends d'abord, Bargangele, c'est à 22 heures qu'il commence même le travail. Oui, oui, oui. Et pas du bureau habituel avec minuit 1 heure. Ça, c'est un des aspects. Ça, c'est un des aspects. Non, c'est pas parce que tu dors à 1 heure, tu peux dormir à 1 heure, mais tu te rassures que tu vas faire 8 heures de sommeil. Non, c'est pas son cas. Bon, Très tôt le matin, il est au bureau. C'est pas Alain grave. Douk dort beaucoup. Oui. Dort beaucoup. Maintenant, non, j'ai dit que ça, c'est ce que la science a dit. Maintenant, ce n'est pas le seul critère. Elle n'a pas totalement tort. Voilà, ce n'est pas le seul critère. Maintenant, il y a les autres aspects. Est-ce que le style de vie, il y a la nutrition. C'est clair. Voilà. Est-ce qu'il boit? Il y a Est-ce certainement qu'il se beaucoup drogue? d'influence. Est-ce qu'il se répand comme ça, il répand ses Les énergies dans n'importe... Voilà, tu en parles. Et là, il faut parler à Blériot. Non, mais
Blériot même encore c'est canalisé. Et encadré. Non. C'est canalisé avec quoi quand tu as 5 femmes? Il est marié, parfait. Et ça, ça vaut le mariage. Il travaille dans le Les mariage. femmes ne sont pas des ornements à la maison. Il faut assumer. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. De toutes les façons, la longévité a quelque chose à voir avec tout ce que vous dites. Oui. Mais il y a un don de Dieu. Oui, il y a la Vous grâce voyez, aussi. Il y a des gens qui vivent même très mal Oui, et qui refusent de mourir. c'est vrai. C'est-à-dire, vous le voyez, il y a des corps comme ça. Mais moi, je dis ce qui est spectaculaire. La posture du DGSN. Vous avez déjà vu le pan debout, non? Le pan est voûté totalement. Non, regarde la posture. Droit comme une aiguille. C'est ça le problème. Merci. Hein. De toutes les façons, joyeux anniversaire au DGSN. 93 ans, ce n'est pas donné. C'est une grâce du ciel. Nous marquons une touche pause. Bon retour sur ce plateau. Avant de repasser la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation, nous allons simplement vous faire part de cet avis de recherche. Hein. Elle s'appelle Maman Eyenga Chantal. Vous la voyez justement à l'écran. Elle est portée disparue depuis le 27 juin. Elle habite le quartier Mvorada. Et ce qu'il faut surtout relever est que c'est une déficiente mentale. Donc, elle est portée disparue. Si vous pouvez avoir une information concernant donc cette dame, Maman Eyenga Chantal, veuillez appeler ces numéros de téléphone, le 655 95 33 94. Je reprends, le 655 95 33 94 ou alors le 676 05 57 70. Je reprends, 676 05 57 70. La famille est très éplorée. Nous espérons qu'on retrouvera cette maman qui est déficiente mentale. Lorsque nous avons dit cela, on repasse la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Parfait. Ici, la dénonciation de ce matin nous vient outre-mer. C'est une maman qui a presque 60 ans, mais qui s'est mariée il y a 6 ans. Elle avait 53 ans quand elle a trouvé le bonheur de l'autre côté, le bonheur du mariage. Elle avait laissé sur place ses enfants, ce qu'elle avait eu avant de rencontrer son blanc, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Elle est mariée à un blanc du côté de l'Europe. Elle ne lui a pas caché qu'elle avait des enfants ici. Elle a des enfants, notamment une fille qui, elle aussi, a fait 2 enfants déjà, dans des conditions de famille matrilinéaire, de famille monoparentale. C'est-à-dire, elle n'a pas de mari. Seulement, sa maman, depuis 2 ans, voudrait prendre les enfants de sa fille de l'autre côté. Et la fille refuse. Elle dit que sa maman doit faciliter son départ à elle afin que c'est elle qui prenne ses enfants. Or, selon ce que sa maman m'a dit, il est plus difficile de faire voyager sa fille qui a déjà un certain âge pour beaucoup d'autres raisons. On ne va pas donner tous les détails. Mais plus facile encore de faire voyager ses 2 enfants
la jeune dame oppose une fin de non-recevoir à un non catégorique. Elle dit que c'est elle qui doit voyager et faire venir ses enfants par la suite. Sa maman lui dit, ben, si tu voyages, il y aura déjà un vide pour tes propres enfants. Tu pourras venir par la suite, mais la priorité, ce sont tes enfants. La jeune fille que j'ai essayé de joindre, elle m'a dit elle m'a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'est comme elle a dit. Oui, oui. Sa maman lui envoie des subsides pour elle et ses petits-fils, mais elle refuse de faire voyager ses enfants. Je lui ai demandé si elle craignait quelque chose. Elle me dit non, c'est moi qui dois voyager. C'est moi qui suis en âge de voyager en premier. Très bien. Cette situation nous a semblé quand même rocambolesque. Merci Blériot. Joseph Zambo, une situation un peu compliquée. Hein? La maman d'abord qui est en Europe maintenant, qui a épousé un blanc, avant, elle a quand même eu des enfants. Oui, elle a elle rend d'autres services à tous les enfants qui sont ici. Hein. Mais la dénonciation porte sur cet enfant-fille qui a 2 enfants sans mariage, sans papa déclaré. C'est ça le problème. Votre commentaire, Joseph Zambo. Bon, alors, techniquement, je vais répondre à cette préoccupation parce que vous savez que j'ai une société dans le voyage aussi. Donc, la maman n'a pas tort. Sa fille qui Quelle maman? Celle qui est en Europe? En France, oh, oui, en Europe, elle n'a pas tort parce que dans un procédé de voyage, cette femme, si elle n'a pas un contrat de travail, avec les bulletins de paye, attestation de travail, certificat de travail, un compte bancaire non seulement qui doit être fourni, mais aussi qui a des mouvements sur les 3 derniers mois, malgré la situation, la stabilité de sa maman en France, lui fournir une invitation, ça ne servira à rien, elle aura toujours des refus de visa. Rien ne justifie même pas qu'elle ait déjà eu des refus de visa avant. Et une fois qu'on cumule déjà 2 à 3 visas en refus, c'est déjà presque compliqué, je vais même dire impossible par après. Parce que lorsqu'on reçoit ton dossier, c'est compliqué. Et puis, tout le Schengen, il est lié. C'est-à-dire, si tu as un refus en France, Allemagne, Italie, ça fait 3 refus Schengen. Toutes les ambassades sont liées, il suffit d'introduire votre passeport et on est capable de voir les motifs. Et puis, les Camerounais avec le mensonge sur les procédures et des papiers. Là-bas... Il n'y a pas que les Camerounais. Vous aimez aussi... Je préfère parler de ceux que je connais. C'est-à-dire, aujourd'hui, elle ou il fait une demande... La personne est comptable, 2 jours après, la personne est déjà chef d'entreprise, 4 jours après, on est déjà logisticien. Donc, ce qui fait que les ambassades, ils en bavent quand même pour les questions du voyage au Cameroun. Donc, il est plus facile pour la maman qui est en France de faire voyager les enfants parce qu'il y a des méthodes procédurales internes qu'on peut le faire pour des petits-enfants où on ne va pas demander autre chose que leur passeport. Très bien. Par contre, pour la mère qui est déjà grande, ce n'est pas possible, c'est compliqué. Joseph Zambo nous a expliqué sur le plan procédural. Mais maintenant, Ibrahim, est-ce que on ne devrait pas aussi comprendre cette jeune fille qui est au Cameroun, elle-même aussi qui rêve d'aller en Europe? Est-ce que la maman a quand même d'abord essayé, la maman de l'Europe, de faire partie de sa fille et voir que ça a échoué? Est-ce que la maman a essayé? C'est Bleué qui peut répondre à cette question. C'est lui qui a fait des investigations avec elle. C'est un peu particulier. Je ne sais pas dans quel volet je vais prendre ça. Est-ce que c'est une jeune fille consciente, même si on a l'impression qu'elle est inconsciente du fait qu'elle ait 2 enfants sans papa qui soit à côté d'elle? Qu'est-ce qui la préoccupe véritablement? Parce qu'elle n'a pas voulu parler à Blériot. Elle a écouté la conversation en disant c'est moi qui dois partir, c'est tout. Elle n'a pas voulu donner quelles sont ses véritables préoccupations qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'elle se préoccupe de ses enfants, de l'éducation de ses enfants dans le système européen? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est allée dans une dynamique où, dans son analyse, si elle laisse partir les enfants, sa maman dira qu'elle a déjà quand même fait quelque chose pour ses enfants, qu'elle n'a qu'à se débrouiller comme elle peut se débrouiller, et maximisant dans une dynamique psychologique pour dire, bon, comme tu veux à tout prix faire partie les petits-fils, tu vas faire beaucoup plus d'efforts pour me faire partie moi. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut, mais ce qui est sûr, c'est que elle est convaincue. Ce qu'elle veut, c'est aller en Europe. Elle est convaincue qu'il faut que ses parents, sa mère investisse d'abord sur son cas avant. Et c'est comme si elle fait un petit chantage. C'est un chantage psychologique. C'est un chantage psychologique parce que la maman, la grand-mère veut voir ses petits-enfants. Elle veut donner une vie. Elle veut aider ses petits-enfants. Elle les aide déjà ici.
En les envoyant C'est pas des suffisant. troisièmes, c'est pas suffisant. Si ces deux enfants traversent, j'ai peur de dire que ce sera un bon avenir. C'est même un atout pour la mère qui est ici. Parce que si ces enfants voyagent, elle aussi aura déjà des facilitations de voyage. Parce qu'avoir déjà des enfants à l'étranger, ces enfants, il y a déjà des méthodes qu'on peut employer. Maintenant, cette grand-mère, cette maman qui est là-bas, elle connaît un peu comment ça fonctionne. La maman, toi peut-être ton avenir il est déjà bafoué, on ne sait pas ce qu'il en est de ses diplômes, son expérience professionnelle, qu'est-ce qu'elle va bien servir. Mais par contre, si on fait voyager les petits-enfants, ils ont l'avenir scolaire et tout, et par ces billets, on peut faire voyager la mère. C'est compris. Alain Douk, est-ce que nous n'allons pas être brutal en disant simplement à la jeune fille qui est ici au Cameroun que vraiment qu'elle laisse la sorcellerie. Ces deux enfants même qu'elle a eu à faire, elle a même du mal à les nourrir. C'est tellement ces deux enfants avec deux papas différents et tout leur avenir même est hypothéqué et ainsi de suite. Alors, on veut sauver ces deux orphelins. Le Cameroun n'est pas risique comme j'ai vu la dernière fois. Il faut être brutal parfois. Alain Douk. On pourrait dire ça comme ça, selon les camerounismes consacrés. Et je tiens déjà à féliciter cette grand-mère qui est de l'autre côté, visionnaire. Elle ne pense pas qu'à elle, elle pense véritablement au bien-être de l'ensemble de la famille. Elle veut mettre les choses chacune dans leur case. Mais je pense que la fille est surtout, d'après moi, dans une dynamique qu'on retrouve ici la plupart du temps chez certains humains. C'est moi ou rien. C'est moi ou rien. Soit c'est moi, soit c'est moi. Oui. Donc elle, c'est sa logique quelque peu sur le moment. Qui t'a hypothéqué l'avenir de ces deux enfants. Arbitraire. Parce qu'en réalité, quand vous avez une conscience maternelle élevée, vous prenez conscience qu'en réalité, témoigner de l'amour à vos enfants, en réalité, c'est vous témoigner de l'amour. En fait, il n'y a aucune différence. Donc, elle crée un faux problème, d'après moi. Elle crée un faux problème. Et puis, quand bien même, on déciderait même qu'elle ne monte pas, qu'elle pense comme une mère, en réalité. Qu'elle pense comme une mère. Parce que les enfants en question, on va leur assurer un avenir. Ouais. Et les enfants en question peuvent refaçonner les choses de telle sorte qu'elles-mêmes, par la suite, monte ou alors qu'on lui garantisse la vie la plus décente. Un bien-être. Vraiment, je comprends quel peut être l'embarras de cette grand-mère quand elle voit comment sa fille fait la sorcellerie. C'est moi. On voit ceci même avec le pouvoir. Si c'est pas moi, c'est pas moi. C'est moi ou c'est moi. Donc c'est un peu ça. Il faut arrêter avec ces gamineries là en mots. Voilà. Pierre Blériot, on vous passe la parole. C'est vrai qu'on peut en rire, mais moi j'en suis persuadé que la grand-mère en question, elle est vraiment triste. Elle ne comprend pas ce qui se passe dans la tête de sa fille au Cameroun. Non, elle comprend. Elle sait qu'elle a accouché une mauvaise enfant. Vous savez, moi j'ai vu des jeunes mamans refuser la nourriture à leurs enfants. C'est-à-dire la maman tape sur eux, laisse-moi manger. Ok. Que c'est d'abord moi. Donc, bon, posez la question à ces enfants bébés, s'ils étaient grands et qu'on leur raconte que votre maman a empêché que vous voyagiez, ce qu'il ferait à cette maman. Là, vous aurez la réponse. C'est-à-dire, si un enfant grandit ici, après il rate sa vie et tout, et on lui dit que non, quand tu avais 7 ans, ta grand-mère voulait te faire voyager, mais ta mère avait dit que c'est elle. Tu ne bouges pas. Donc, c'est de la méchanceté, en fait. Et puis, certains méchants n'ont pas pitié de leur propre progéniture. Ce que moi, j'ai conseillé à cette maman en off, c'était de couper les vivres à sa fille. Ouais, voilà, parce que moi, je n'aime pas le chantage. Si tu veux être méchante, on t'aide à être méchante. Donc, il faut lui couper les vivres. C'est la première règle. Totalement, puisque je vous ai dit que c'est elle qui lui apporte des subsides, elle paye sa maison, elle lui donne... Pression contre pression, oui, on va voir. C'est-à-dire que je vais te pousser à bout. Tu vas m'envoyer les petits-fils là peut-être dans un sac. Non, il faut lui couper toutes les vivres. Toute une grâce. Oui, donc c'est une méchante personne. Elle est même ignorante de beaucoup de choses. L'Europe n'est pas le paradis. C'est clair. C'est clair. Mais pour beaucoup de familles, ça a apporté beaucoup d'ouverture. Surtout au Blériot, sans toutefois vous interrompre, lorsque les enfants vont... Moi, j'ai plusieurs cas dans les familles. Des enfants qui sont là de 7 ans, de 9 ans, 13 ans. Au bout de 12 ans,
ces enfants-là, c'est eux qui soutiennent la famille. Oui, c'est la qualité de l'éducation. Voilà. Non, vraiment, disons-nous, en attendant d'améliorer. Ils ont la possibilité de faire des bonnes études, voilà. Ils auront un bon emploi, et tout, et tout. Voyez-vous, Alain Douk parlait du cœur d'une mère. Si une maison prend feu et que maman est là avec 2 enfants, qu'est-ce qu'une vraie mère fait? C'est-à-dire, elle trouve un moyen de casser, de faire sortir les enfants. Même si le feu finit par la brûler, elle. Mais vous voyez cette, je ne sais pas comment on peut la décrire, cette méchante femme qui dit c'est moi. C'est moi ou rien. Voilà. La grand-mère aussi, ce qu'il faut comprendre en filigrane, voudrait donner une autre éducation à ses enfants. Sachant que dans ces conditions où il y a beaucoup de papas qui viennent à la maison, parce que ça c'est la condition de ces gens de filles. C'est-à-dire que tous les gens, tous les hommes, Ibrahim est papa. Non, on va commencer avec Ibrahim est papa. Hein. Bon, c'est sérieux, tu es un gars sérieux. Joseph arrive. Salut ton père Joseph, grande de taille. Salut ton père Alain Douk, petit. L'enfant a les papas, il ne comprend plus rien. Et c'est dans cette lobby-là que tu veux élever ces enfants-là. Alors qu'on aurait pu. Il faut lui couper les vivres. Très bien. Lisons ces nombreux messages. Hein. Allons d'abord au plus 1 571. Ce sont les États-Unis. Que dit le téléspectateur de ce côté? Bonjour parfait à ici. Salut au panel. En fait, en ce qui concerne l'histoire d'aujourd'hui, la jeune fille est tout simplement ignorante et ne connaît pas les lois d'immigration qui privilégient les mineurs lors du regroupement familial. Et elle essaie de faire du chantage à sa mère. Je demanderai à sa mère, grand-mère, de la mettre en quarantaine. Ah, donc vous n'êtes pas loin voilà. de la procédure de Blériot. Il faut lui couper les vivres. Chantage, on ne répond pas du chantage. Bonjour Espace Miné, vous faites vraiment du bon boulot, félicitations. Le féminisme 2.0 a créé une génération de femmes fortes et indépendantes pour qui les enfants sont secondaires dans l'ordre de choix. Ces femmes aujourd'hui se fichent royalement de l'avenir de leurs enfants. Elle n'est pas seule, c'est un phénomène social grandissant. Autre message ce jour. Bonjour, il y a un monsieur parmi vous qui parle très bas, on ne l'entend pas. Ah, ça va maintenant, il a un peu élevé la voix. Levez autant pour moi. Bon, c'est vrai qu'il faut aussi regarder au niveau auditif chez toi. Hein? La dernière fois que tu as été consulté parlant de ce domaine, ça date de quand? L'ORL, quoi. Voilà, il faut chercher un ORL, on ne sait jamais. C'est pas insultant, hein, c'est juste... Un auto-rhino-laryngolo. Voilà. Bonjour parfait et à votre panel. Pour moi, cette jeune fille est égoïste. Sa mère veut donner un avenir meilleur à ses petits-enfants. Le requin blanc depuis un commandant. Wow. Merci beaucoup. Autre message ce jour. Bonjour parfait. À mon avis, je crois que la fille ne réfléchit pas. Laisse passer, si elle laisse passer cette occasion, elle va le regretter plus tard. Autre message, bonjour Perfecto. Vous avez parlé du projet de tournesol implémenté du téléspectateur accompagné par M. Joseph Zambo. J'aimerais avoir des renseignements analogues. J'ai du terrain, j'ai du temps, un peu d'argent. Je souhaite avoir la méthode et l'accompagnement de Joseph. À vous lire, s'il vous plaît. C'est signé Gustave. Oui, appelez-moi après l'émission. Hein. On verra comment vous pourrez contacter Joseph Zambo. Bonjour à tous sur le plateau. Félicitations à Blériot pour la dénonciation. C'est le gars de cette fille qui est derrière tout ça. Le gars lui a dit, si tu laisses partir les enfants, on n'aura plus rien. Donc les enfants sont en fond de commerce. C'est Océan d'un Colbiswan. Oui. C'est pas négligé. Oui. Les gars Rastaquer, oui. Les tantampions. Les Rastaquer. Bonjour, l'Onkuta de la modération. Concernant la dénonciation, je voulais dire que tant qu'une personne n'est pas handicapée et est fauchée dans la vie à un certain âge, sachez qu'il s'agit d'une idiote. Signé Njingsa Tapché. N'insultez pas, n'insultez pas. Bonjour les maîtres du plateau et surtout à votre valeureux panel. Juste pour vous dire que moi aussi, j'ai fait ce rêve de la passation du pouvoir prôné par M. Blériot. Sur ce, passez une excellente journée. C'est pas la science depuis le Douala. Merci beaucoup. Hein. Je vous ai seulement dit que quand vous parlez de ce genre de passation, il y a quelqu'un là, il va vous regarder comment.
Qui voulait ça? Bonjour le sac de modérateur parfait. C'est aujourd'hui que j'ai compris que tu es un modérateur très intelligent, ce qui n'est pas le cas de Blériot. Ouais, c'est ce qu'il dit. Oui. Le cas de Niémé, que je Oui. comprends qu'il est totalement... Oh là là. Oui, non, qu'est-ce qui te fait mal là? Il est totalement nul Oui. et ne connaît rien, ni de l'histoire du Cameroun, ni de la politique, ni de Madame Marie-Rose Dibon. Et si elle a trahi, alors Bello Bouba et Tiroma ont fait quoi? Je le croyais futé, mais je comprends qu'il est nul. Pour son information, il dit que personne ne connaît Marie-Rose Dibon. Voici son parcours professionnel et politique. Voici un aperçu complet du parcours professionnel et politique de Marie-Rose Dibon Billon. Formation et début professionnel, né le 20 mars 1950 à Libamba, dans l'arrondissement de Maka, région du centre, ville d'un pasteur, fille d'un pasteur presbytérien. Après le baccalauréat en 71, à Sarcelles, en France, elle obtient en 1973 un DUT en informatique de gestion, IUT Paris-Versailles. En 1975, maîtrise Miage à Paris-Dauphine. En 1977, diplôme d'ingénieur en informatique de gestion au CNAM. En 1978, elle intègre la fonction publique camerounaise comme ingénieure au secrétariat général de la présidence futur Sénadi, puis y évolue jusqu'au poste d'ingénieur en chef. Carrière dans la fonction publique et le privé. 91, elle est responsable du développement informatique à Sénadi, ministère des Finances. Elle devient ingénieure en chef en 92. De 97 en 2001, conseiller technique au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. En avril 2001, mars 2012, directrice générale adjointe du Crédit foncier du Cameroun. Notamment, elle conserve ce poste malgré un remaniement en 2005 et reste au centre du fonctionnement du Crédit foncier. Engagement politique et gouvernemental. Militante de longue date de l'UNDP, fondateur en mars 91, membre du bureau directeur provisoire, président... Bon, vraiment, c'est long, hein. Je pense qu'on ne va pas lire Mais tout vous ça. voyez que vous lui avez rendu un service, non? C'est peut-être l'un des directeurs de campagne de Marie-Rose. Ben, moi, je suis d'Union Ekele. D'autres gens d'Union Ekele vous diront, vous êtes un grand journaliste. Il a dit que vous étiez grand. Mais vous avez avoué que vous ne connaissiez pas Marie-Rose. Ça n'a pas changé. Non, je dis c'est une parfaite inconnue que Bello Bouba a rendu ministre. Voilà ce que je dis. Merci. Allons au 212 ans. Non, c'est pas le 212. Bonjour, Espace Miné. Cette jeune fille souffre tout simplement d'une démence. Elle demande à être délivrée. C'est Batista qui envoie ce message. Ah, tu nous rappelles Batistuta, hein? Célèbre joueur italien, on l'appelait Baptiste Gol. Bonjour à tout le plateau pour la dénonciation. Je pense que la fille de cette maman devrait comprendre et accepter l'offre, étant donné qu'il y a de son bien. Elle devrait comprendre que sa réussite passe également par le bonheur de ses enfants. Elle devrait donc faire un lâcher-prise à l'effet de permettre que ce projet se réalise. Je pense même qu'elle est en compétition avec ses enfants. Avec la chemise non enfilée de parfait ici, ses pieds nus, que cherchez-vous encore ailleurs, si ce n'est la sorcellerie? À demain pour la suite, blérotiquement et costotiquement vôtre. C'est Yannick depuis le rond-point express. Ah, Yannick, mes amis des réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'il s'est soufflé déjà. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est soufflé déjà. Tu as fait fort, attendez-moi encore dimanche. Tu as fait fort, mes amis des réseaux sociaux, vous vous essoufflez si tôt. J'ai cru qu'on devait quand même aller même à 3 mois. À 3 mois de corps à corps. Bonjour le panel, je suis d'accord avec Blériot. Le président Biya nous a montré son successeur le 20 mai dernier en installant le ministre d'État Bello Bouba devant, alors que l'autre ministre d'État Famandongo était derrière. Ça dit tout. Au Cameroun, c'est M. Bakou. Bon, j'ai pas prêté attention. Hein? Bonjour à vous, monsieur Aïs, et félicitations à monsieur Niemek pour son nouveau bébé. Pour le Congo, ça, la fille veut voyager et laisser ses enfants acquis, comme monsieur Bello Bouba a démissionné. Tous les militants de l'UMDP doivent aussi démissionner pour suivre Bello. Non. Alors, lisons un dernier message. Hein. Ça, c'est un message du plus 39. Mais le plus 39 n'a rien dit. Hein. C'est l'Italie. C'est l'Italie. Allons au plus 41.
Le plus 41, c'est la Suisse. Bonjour à tout le plateau, bon travail. Je vous suis depuis Anselmo continuez. Vous êtes une vitrine pour le Cameroun. Allons au 222. Alors, le 222, c'est la Mauritanie. Bonjour, monsieur Aïssi. Vraiment, je ne sais pas si tu as fait le même constat que moi depuis que Atanganji est rentré du Vatican. On ne le voit plus. Blériot Nyemek, où est passé ton ami? Non, c'est l'ami de Blériot. Vous voulez seulement les problèmes. Alors, trop de messages encore. Alors, il y a le 212. Le 212 est là. Je le cherchais. Mais je cherche aussi l'habit du Canada, hein, pour qu'il ne pense pas qu'il fait dans les combines. Alors, que dit le 212 ce matin? Bonjour Aïssi et toi d'Albert Parfait, le Noé de la modération. Aujourd'hui, je ne serai pas long. Je vais m'adresser à deux personnes. Tonton Blériot et le Nyama Nyama et le Nyama Nyama du Canada. Blériot, comme c'est un jour de célébration, je ne dirais pas que tu es hors gamme. Blériot, j'ai été appelé combien de fois? Non, j'étais vraiment hors gamme. La voix ne sortait même pas. Ouais. 16 gosses. 16, et quand nous dormons la nuit, toi tu fais le sport de chambre. C'est normal que tu sois fatigué tous les matins. Je comprends maintenant pourquoi ton premier business, c'était le forage. Tu pompes les enfants comme on pompe l'eau du puits. On nous a dit hier que quand la voiture est mise en marche, il faut faire la vidange. À l'allure où tu bombardes le Kosovo, j'espère que tu as pris plante de vie. Pour le petit Nyama Nyama du Canada qui m'a taquiné hier, si je lui réponds, il ne va pas croire. Mieux je laisse. Voici la sagesse du jour. Quand la mère accouche, le village entier se réjouit. Quand un enfant naît, c'est une étoile qui apparaît dans le ciel du village. L'enfant est le fruit du ventre, mais aussi la promesse de demain. Le bébé ne choisit pas son tambour, mais fait danser tout le village. Et félicitations tonton Nyemek et à ton épouse. Félicitations aux heureux parents. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À demain 10h. Une touche fausse s'impose. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur acheté est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Sous le haut patronage de son Excellence Joseph Dione Ngouté, Premier ministre, chef du gouvernement du Cameroun, la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Access TIC, en partenariat avec l'IAI Cameroun, Centre d'excellence technologique Paul Biya, organise 5 séminaires professionnels sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, cybersécurité et cybercriminalité, intelligence artificielle et agriculture, intelligence artificielle et énergie renouvelable, intelligence artificielle et collectivités décentralisées et intelligence artificielle au service de l'éducation. Voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025 à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun selon les sessions. Inscription au www.unescoshare-tic.org. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail
travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. C'est royal avec Canal+. Jusqu'au 6 juillet, doublez votre bonus et prolongez votre plaisir en vous réabonnant à votre formule habituelle et profitez de tout Canal+ offert pendant 30 jours. Oui, 30 jours pour découvrir des programmes de prestige. Nouvelle Reine étape 2, l'Académie des Reines. Révélations scandaleuses, The Penthouse et bien plus encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est au prix exceptionnel de 5 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Qu'on me mette Nouvelle Reine. Rendez-vous en boutique Canal+ ou appelez le 85 56. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Je présume que vous prenez ce programme comme votre petit lait. Nous sommes mardi, il s'agit de mardi entrepreneuriat. En ouverture, nous vous faisions comprendre qu'on devait marquer un arrêt sur l'entrepreneuriat concernant la jeunesse africaine. Que doivent faire les États africains pour amener la jeunesse africaine à s'intéresser de plus en plus à la donne entrepreneuriale. Je passe d'abord la parole à Joseph Zambo. Joseph, comme d'habitude, tu nous plantes le décor. Alors, pour ce mardi, nous cherchons des solutions par lesquelles les gouvernements africains devront passer pour encourager et favoriser une jeunesse entreprenante. Alors, quand on dit jeunesse, on parle plutôt des personnes qui, en moyenne, moins de 30 ans, je pense bien, oui. Et la plupart sont encore des élèves, des étudiants. La plupart sont... ils bon, au niveau des Nations Unies, apparemment, on parle grande jeunesse jusqu'à 35 ans. Voilà. Donc, la majorité sont ceux qui sont encore dans les premiers 10 ans de leur monde professionnel. D'autres sont encore en train de faire des hautes études et autres. Ça signifie donc que la solution la plus pratique, c'est d'intégrer cela dans le domaine éducatif. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on fasse de l'entrepreneuriat une culture en Afrique. Quelque chose où la majorité doit s'y pencher. Et qu'on puisse maintenant piquer auprès de ceux-là qui sont prédisposés à entreprendre, à travailler peut-être pour des fonctions gouvernementales, pour servir quelque chose de pratique. C'est au sein des équipes entrepreneuriales qu'on devrait sortir cela. Mais néanmoins, pour qu'on en arrive à ces résultats, il faudrait qu'on puisse éduquer ces derniers. Moi, sans vraiment le mentir, la première fois que moi j'ai écouté le mot entrepreneuriat, d'une manière pratique, c'était à l'université. C'était un cours. On avait un cours, une leçon qu'on appelait entrepreneuriat. Ça, c'était à ISTAG, lorsque je faisais mes études d'ingénierie en électricité. Et j'ai été très content. C'est là-bas que j'ai écouté ce que c'est qu'un registre de commerce, ce que c'est qu'un statut. Et si je n'avais pas eu cette leçon, je suis sûr que j'aurais eu des difficultés après. Et je me dis, si on m'avait dit cela depuis l'école primaire, depuis le lycée, c'est que lorsque je finis mes études universitaires, je suis prêt à embrasser cet univers. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on essaye d'encourager premièrement et d'introduire l'entrepreneuriat parmi des leçons que les écoles primaires, les lycées et collèges et les universités doivent avoir d'une manière obligatoire. Ça, c'est en première position. Oui. Deuxièmement, maintenant, au niveau, on doit renforcer les stages, le système des stages, presque obliger même des entreprises, aussi petites et grandes qu'elles puissent être, à accepter des nouveaux, des jeunes qui viennent essayer de vivre, de constater, de voir et de s'exercer dans le monde professionnel étant encore des élèves ou des apprenants. Ça permet de mieux les accueillir lorsque ceux-là seront prêts pour embrasser le monde de l'entrepreneuriat et puis maintenant vont suivre maintenant les mentorats qui peuvent être des aînés. Il faudrait que ceux qui ont déjà réussi soient accessibles par des plus jeunes.
C'est-à-dire que je puisse être capable de demander en audience ou de rencontrer le monsieur de Dove pour poser des questions, qu'ils essaient d'avoir des mentors. Et le petit système que moi je voudrais que le gouvernement se lance un défi de fabriquer des futurs milliardaires, des futurs entrepreneurs. C'est très facile. On mise sur une bonne quantité, on leur donne le minimum de base et c'est ces derniers qui tiennent les pays après. Et ça se passe dans des grands pays. Lorsque le système commence à baisser un tout petit peu, un président fait asseoir simplement les entrepreneurs du pays et de dire, voilà, l'État a besoin d'argent. Ceux-là sont en joie de soutenir le fonds du pays parce qu'ils savent qu'ils tiennent aussi leur réussite du gouvernement qui les a facilité un certain nombre de choses. Merci Joseph Zambro. Ibrahim, je vous raconte d'abord, je vous fais d'abord un témoignage qui me concerne, ça ne m'arrive pas tous les jours, mais vous allez voir là, je vais arriver. Alors, je suis en master à Yaoundé 1, en sémiotique du politique. Alors, le premier cours en master 1, un monsieur Ant, qui était notre professeur, l'intitulé du cours était « Création d'entreprise ». Il entre, il se présente, il écrit son nom au tableau et il dit, bon, et nous étions une quinzaine, il demande à chacun de se présenter dans son niveau d'études, ce qu'il fait actuellement dans la vie. Alors, tel se présente, moi c'est tel, je suis directeur de ressources humaines à la SCB, moi c'est tel, je suis rédacteur en chef à telle chaîne de télévision, moi c'est tel, je suis journaliste dans tel média, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tout le monde a fini de se présenter, moi je m'attendais à ce que le professeur puisse nous féliciter, que j'ai des gorgors au niveau de cette année en master. Le monsieur nous dit, vous êtes tous des cons et des idiots. La salle est froide. Le monsieur, s'il nous insulte, qu'est-ce qu'on lui a fait? Je reste là et regarde le monsieur si. Après, il dit, j'ai pitié de vous, vous n'êtes que des esclaves. Il dit, vous voyez, personne d'entre vous là n'a une entreprise. Personne. Il nous dit, le but de ce cours est que, à la fin du semestre, que chacun ait déjà un projet de création d'entreprise. Il nous dit, vous savez pourquoi je vous traite de cons et d'idiots? On dit non. Alors qu'on était énervé, hein. Il dit, chacun l'a pris tous les soirs pour que son patron ne meure pas. Oui, oui. Parce que si son patron meurt, c'est aussi une autre mort pour lui. Quand le monsieur l'a dit ça, j'ai dit non, je suis vraiment un con. Est-ce que la culture entrepreneuriale ne devrait pas être ancrée dorénavant dans nos germes en Afrique et plus précisément au Cameroun? Alors, parfait, très belle histoire déjà. Et merci pour ce grand prof qui vous a donné cours ce jour-là. Un génie. Un génie qui était très brut. Avec oui. Est-ce qu'on ne devait pas faire ancrer la politique? En fait, on n'a même pas le choix. Vous voyez, il y a une étude qui a démontré que chaque année, le continent, étant le continent africain le continent le plus jeune, il faut pouvoir créer 15 millions d'emplois par an en Afrique. Dans les pays subsahariens. 15 millions d'emplois pour que la nouvelle vague des jeunes qui ne font qu'arriver, qui sont demandeurs d'emploi, puisse être désintéressés. Alors, lancer un programme PTS à gauche et à droite, et puis avoir des statistiques intéressantes, mais qui se limitent à 24 000 sur des millions de personnes, c'est quelque chose, mais ce n'est pas du tout suffisant. Donc en réalité, que ce soit au niveau de l'Union africaine, que ce soit au niveau du gouvernement, on est arrivé à la conclusion où il faut seulement que l'enfant là puisse intégrer la culture de l'entrepreneuriat. Et Joseph l'a dit tout à l'heure, pour que ça se passe, l'éducation est la première brique qui peut permettre à une jeunesse de penser entrepreneuriat, de voir entrepreneuriat, d'agir entrepreneuriat. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'homme que vous aimez tant, Nelson Mandela, qui disait que l'arme la plus puissante d'une nation, c'est son éducation. C'est vrai que l'État essaye de faire des choses. Elle essaye, le ministère des petites et moyennes entreprises, met des clubs d'entrepreneuriat au niveau de l'école primaire, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur, mais c'est pas suffisant. Il faut une véritable volonté politique. On a des professeurs, avec tous ces professeurs, ces savants-là, ils peuvent pas concevoir, avec l'aide des professionnels, des manuels qui enseignent l'entrepreneuriat de la base jusqu'au sommet. C'est une question que je pose. Eux-mêmes, ils ont d'abord des entreprises. Parfait, ici c'est une question hautement stratégique.
j'ai dit, on cumule les professionnels avec les académiciens. Oui. Est-ce que, c'est une question que je pose, parce que, en fait, ce que vous demandez là, c'est quelque chose d'extrêmement puissant sur l'éducation entrepreneuriale. Et on doit véritablement revoir le système éducatif. Parce qu'on est en train de former des personnes qui ne sont pas capables d'appliquer et d'exécuter les politiques qu'on a pu asseoir. Le Cameroun est pensé. Il est réfléchi. Si vous ouvrez la SND30, vous verrez que les gens qui ont travaillé ça ne sont pas bêtes. Tout à fait. Vous regardez les pieux et les piliers et les secteurs qu'il faut lancer. Non, si on enclenche ça, véritablement, on se lève. Sauf que les personnes qui doivent l'exécuter n'ont pas la capacité de l'exécuter. Un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Vous ne m'avez pas donné l'habilité, la capacité à entreprendre, à gérer, à manager. Ensuite, vous voulez que les choses se fassent. Les choses ne vont pas se faire. Et je crois que c'est là où on pêche et qu'il faut une véritable volonté politique. Il faut une véritable volonté de nos professeurs parce qu'ils ont quand même quelque chose dans la tête et de façon considérable, mais qu'ils s'arrêtent et qu'ils travaillent sur la question. Au-delà du fait que l'éducation doit intervenir, il doit y avoir une véritable volonté politique, des politiques publiques. Il faut véritablement un travail en corrélation entre le secteur privé et le secteur public. À l'époque, parfois, ici, quand j'étais encore tout bébé, mon éducation ne me revenait pas à moi seul. Mon éducation provenait des enseignants de tout le village. C'est-à-dire que, tu vois, là-bas, on ne fait pas ça. Tu es parti à 500 mètres là-bas, le vieux qui a dit là-bas, on ne mange pas comme ça. Va aider ta mère. L'éducation provenait de plusieurs personnes. Mais pourquoi est-ce que tous les acteurs clés du gouvernement n'œuvrent pas dans un partenariat pour donner l'éducation entrepreneuriale? Du moment où l'éducation entrepreneuriale n'est qu'une histoire d'État et que le secteur privé ne s'y implique pas, on est en train de ne pas compléter la sauce ou de ne pas mettre les bons condiments. Est-ce que les seniors aujourd'hui des entreprises qui existent au Cameroun ne peuvent pas créer des entreprises juniors? Ne peuvent pas essayer de lancer une parmi les entrepreneurs? Voilà, on va mettre peut-être 100 entreprises sur pied, on va les préfinancer et même quand on veut les commandes, on les passe à eux. Est-ce que réellement il y a une connexion entre les entreprises seniors qui ont des milliards et les étudiants qui sont dans les universités? Jamais. Et même quand on signe un MOU, un partenariat avec une entreprise et une université, ben c'est très limité. S'ils ont tué, vous en donnent des stages. À la limite, même aujourd'hui, quand tu veux avoir un stage, surtout dans le secteur minier, tu payes même pour avoir le stage. Oui. Donc c'est véritablement difficile. Vous finissez avec ça, vous avez la culture d'entreprise il faut pouvoir distiller en tous les lieux. Pourquoi ça soit distillé? Ben, ça touche aussi le secteur médiatique et c'est là où on vous félicite parce que Espace Minier Info TV essaye d'éveiller les esprits, essaye d'éveiller ceux-là qui se réveillent. Il faut beaucoup de choses pour que ça puisse marcher. Et je voulais également parfois ici, pour chuter, à ce point-là, en disant que les investissements de la diaspora en Afrique s'élèvent par an à 95 milliards de dollars. Est-ce qu'il n'est pas possible, dans une dynamique de coopération, de partenariat, de réorienter les investissements de la diaspora au continent africain? Est-ce qu'il n'est pas possible, dans une dynamique de partenariat, de récupérer même les expertises de ces investisseurs-là? Parce qu'ils investissent pour des immeubles, pour des sites touristiques, mais est-ce qu'il n'est pas possible de mieux canaliser le projet? Ce sont des pistes qu'il y a à explorer. Merci Ibrahim pour cette abondante contribution. Pierre Blériot-Niémec, tous les mardis, nous nous retrouvons ici pour parler de l'entrepreneuriat. Pour le cas du Cameroun, il faut dire que la volonté gouvernementale s'est déjà vue parce qu'on a quand même mis sur pied tout un ministère qui parle de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie et de l'artisanat. Avez-vous l'impression que pour l'instant, l'affaire de l'entrepreneuriat passe au Cameroun et maintenant dans bon nombre de pays africains? Bon, moi j'aime écouter les gens parler d'entrepreneuriat. Oui. Il n'y a pas l'entrepreneuriat dans les livres. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas dans les livres. J'avais aussi un professeur de technique, c'était technique de création des entreprises. Et j'avais déjà parlé de son histoire. Il habitait un quartier de la ville de Yaoundé. Et vous savez la seule entreprise qu'il avait? Non. J'avais déjà dit ça. Il avait un robinet d'eau. Et il nous donnait technique de création des entreprises. Il habitait Ekoumdou, mais il avait un robinet d'eau. Un jour, je lui avais rendu visite. Il était assis là. Et les gens venaient et ils achetaient l'eau de 25. C'était un professeur d'université. J'ai compris que les théoriciens nous mentent. Les Blancs nous ont tués. Non, ça ne signifie rien. René Dumont ne portait jamais de costume. Jamais. Et parce qu'il avait comme... Vous savez, quand nous étions jeunes, on regardait ceux qui jouaient au football comme des gens qui ont raté leur vie.
pour donner de la valeur au sport, les Occidentaux ont mis de la valeur dans le sport. Aujourd'hui, le regard a changé. C'est le regard que nous jetons sur ceux qui font ces travaux-là qui fait que les enfants fuient ces travaux. Si nous voulons qu'il y ait des entrepreneurs chez nous, nous changeons de regard. On a décidé que l'ENAM était une école de prestige, non? Tout à fait. Et c'est le regard qu'on jette sur les gars de l'ENAM qui fait que si vous changez de paradigme, les choses vont changer d'elles-mêmes. À partir des écoles primaires dans les villages et autres, les gens ne vont plus rêver d'aller en ville devenir ci ou ça. Si les gens commencent à comprendre que la vraie richesse, pas le vol, parce que l'autre problème, ce qui a tué l'entrepreneuriat au Cameroun, c'est que vous faites de l'entrepreneuriat, mais un fonctionnaire se moque de vous. Il suffit qu'il soit assis au bon endroit. C'est terminé. Il devient 10 fois, 100 fois plus riche que vous, sans rien faire. Ça change de... Alors, vous voyez un pays normal où des gens cotisent des dizaines de millions pour acheter des postes de fonctionnaires. Ça veut dire qu'on ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat dans cette affaire. Si vous avez un esprit d'entrepreneur, 10 millions, mais c'est un capital énorme. Quand quelqu'un me dit on est en train de se cotiser pour que l'enfant entre dans telle école, il faut 15 millions, je dis, pas possible. Oui. Si je vous coach, si vous avez 10 millions et que vous êtes quelqu'un de discipliné, en 10 ans, vous avez un patrimoine de moins 150 millions de francs. Et moi, je ne le dis pas pour les autres. Je refuse. Alors on va dire, oui, j'ai ce patrimoine-là. Je ne veux pas qu'il y ait ce débat-là. Tu as plus de 150 millions? Mon patrimoine dépasse ça, largement. Ça, largement. Il ne faut pas qu'on t'agresse encore. Non, même en m'agressant, tu ne vas pas prendre mon patrimoine. Parce que je vous dis... C'est pas à la maison. Non, voilà. Il y a beaucoup de jeunes gens, je vois, parmi les journalistes, qui ont de l'argent. On dit qu'ils sont riches. Des jeunes gens que vous voyez. Ils ne sont pas riches, ils ont de l'argent, ils n'ont pas de patrimoine. Oui. La richesse parfaite ici, c'est le patrimoine. C'est différent. L'argent, je ne peux pas compter 100 millions là maintenant. Mais le patrimoine. Et ce sont les entrepreneurs qui doivent avoir l'esprit du patrimoine. Regardez les deux régions dans lesquelles on fait le plus d'entrepreneuriat. Le Grand Nord et l'Ouest du Cameroun. Est-ce que ces entrepreneurs avaient vraiment beaucoup de diplômes? Non, non, non. Je ne suis pas contre le diplôme. Mais le temps que vous mettez à chercher les diplômes théoriques, les longues études ne devraient pas être l'affaire de tout le monde pour embarrasser le gouvernement à chercher les postes à Yaoundé. Non. Si on orientait les gens, la plupart des grands chefs d'entreprise milliardaires là, qui nous ont utilisés comme employés, ils avaient quel diplôme? Presque rien. Alors, comment on ne comprend pas ça? Au départ, le gars n'a pas de diplôme. Après, vous tous, vous venez pour qui signe vos contrats de travail. Le monsieur qui vous disait que vous êtes des idiots, vous disiez la vérité. Vous êtes des cons. C'est-à-dire que vos patrons, pour la plupart, n'ont pas de diplôme, mais ils vous emploient parce qu'ils ont développé un esprit particulier. Et je dis que cet esprit-là n'est pas dans le bavardage théorique. C'est une organisation naturelle. Le ministre qui gère l'artisanat, là, il a quoi comme investissement dans l'artisanat lui-même? Je ne sais pas. Alors, non, on n'a pas... Si vous travaillez avec un entrepreneur, il commence par vous raconter les théories. Hein, que bon, tu vois, non. Moi, quand tu échanges avec moi, je te dis que, gars, du côté d'Hawaï, on vend encore l'hectare à 2 millions. C'est pratique. Il faut chercher 2 millions. Tu achètes un hectare. Si tu ne peux pas encore acheter, on loue l'hectare à 150 000 pour 2 ans. Fais ton champ d'ananas sur 2 ans d'abord. L'argent qui viendra de là, tu commences à consigner ce terrain-là. Ou alors ne consigne même pas les terrains. Va d'un terrain à un autre parce que l'ananas, quand on l'a utilisé 2 fois, le même terrain n'est plus très fertile. Donc toi, tu préfères plutôt la technique de location. Tu loues les terrains, tu investis. Quand tu vois que tu pars, tu loues ailleurs. Là, c'est pratique. Mais c'est ce que je te dis de faire avec ton argent. Je ne te dis pas que... On n'explique pas ça dans à la page stand. Et je te dis qu'un hectare d'ananas, c'est 7 millions, c'est-à-dire 3 millions et demi d'investissement et 3 millions et demi de bénéfices. Si tu as 10 hectares d'ananas, tu as 70 millions tous les 18 mois. Tu les as. Ce n'est pas... on vient acheter ton ananas au champ. Alors, ce qui va tuer un tel esprit, c'est quand en face on dit que non, si on te met à la caisse de stabilisation des hydrocarbures,
Tu auras 2 millions. Non, tu auras 2 millions, mais dans les petits marchés que tu vas détourner, tu vas te retrouver milliardaire. Du coup, les gens vont vider l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de pratique. C'est une disposition naturelle à chercher à fructifier les biens. Merci. Hein. Merci Pierre Blériot. Alain Douk, les États africains sont-ils suffisamment conscients du fait que seul l'entrepreneuriat peut faire développer nos États? Il y a un problème. Nous sommes en train d'agir au sujet de l'entrepreneuriat un tout petit peu après coup. C'est-à-dire que remarquez qu'il y a une emphase sur l'impératif de se diriger vers l'entrepreneuriat depuis quelques années. Mais avant, ce n'était pas le cas. Or, avant, il y avait un relatif état d'aisance financière, matérielle. Or, on n'avait pas ce discours. Or, c'était le moment où il fallait tenir ce discours aux Camerounais et aux Africains. Chacun allait avoir le mindset, justement, de l'entrepreneuriat. Et l'Afrique et le Cameroun ne devraient pas être où nous en sommes là. Là, maintenant, on essaie de rattraper après coup. L'idéal, vous avez dit tellement de belles choses sur ce plateau. L'idéal, c'est d'être son propre patron. Ça, c'est clair. Mais il faut réaliser qu'en réalité, tant que sur la pyramide de Maslow, nous sommes encore au niveau des besoins les plus basiques, parce qu'à un certain niveau, la prospective politique sur le sujet a échoué, il est difficile aux gens de s'investir véritablement dans l'entrepreneuriat. Et encore que dans l'entrepreneuriat, le contexte général compte. Parce que les gens, lorsqu'ils vont décider véritablement de prendre le risque, parce qu'il y a toujours un risque rattaché au fait d'entreprendre, qu'ils décident donc de prendre le risque, il faut que l'environnement les aide. Vous n'allez pas venir avec des jeunes gens qui essayent au risque et au péril de tout ce qu'on connaît dans notre contexte. Ils prennent le risque d'investir de l'argent. Vous êtes là, vous les harcelez fiscalement dès les premières années où ils sont dans leur halo d'essai. Non. Moi, j'ai visité les statistiques. Des morts d'entreprises 2, 3, 4 ans après qu'ils se soient lancés. Ça n'aide pas. Donc, ça n'aide pas. Or, on devait être plutôt dans la démarche de l'exonération. Or, vous allez voir que même ceux qui sont implantés depuis, les vieux entrepreneurs vous disent que non, nos entreprises prennent le risque de suffoquer en raison de la pression fiscale. Pourquoi on n'exonère pas pour ceux qui s'investissent même sur 2 ou 3 ans ailleurs, on fait ça. Pour leur donner d'être forts, et dès qu'ils sont plus forts maintenant, on vient, on leur dit, bon, écoute, on t'a laissé, non? Tu es déjà assez fort maintenant. Maintenant, essaie de donner ta contribution à la construction nationale, etc. Donc, il faut qu'on encourage aussi de cette façon la création de richesses. Maintenant, vous avez remarqué, vous avez parlé de ça, je viens simplement commenter des choses que vous avez dites Tout aussi. à fait. Et faire des dépassements. Maintenant, au niveau de l'éducation, c'est fondamental. Il faut que dans les curricula, on sent qu'il y a une volonté politique véritablement de nous donner le mindset de l'entrepreneur. Et on peut commencer vraiment bas dans le système éducatif en incorporant cela dans les curricula. Vous connaissez combien de nos lycées techniques là où véritablement c'est concret? Voilà, où on commence à dire, oh, gaga, on t'a donné des outils sur le plan pratique pour que tu ouvres une unité de production. N'attends pas que quelqu'un qui a sa maroquinerie ou sa menuiserie, son ébénisterie te recrute. Toi-même, tu penses qu'il te faut combien? Et là, il faut une volonté politique. C'est-à-dire qu'on crée des incubateurs au niveau même déjà de ces institutions éducatives. On leur donne des outils et c'est pratique. Ils sont là avec des gars qui sont sur le terrain, des spécialistes du domaine, qui déjà dès le lycée, le secondaire, le lycée technique, ou je sais pas moi, le CETIC, etc., sont déjà là avec eux pour les canaliser, évaluer les idées de création d'entreprises et les conduisent justement dans la démarche de la création de leurs entreprises. C'est de ça qu'il s'agit, mais est-ce que c'est fait? Vous allez voir que non, il faut passer le cap de la fac, etc., pour commencer à entendre parler d'un certain nombre d'incubateurs que nous avons ici, etc., ou qu'on lance un concours pour voir qui a la meilleure idée en matière d'entrepreneuriat, etc. On doit avoir une vision holistique. Si on dit véritablement qu'on veut dynamiser le secteur de l'entrepreneuriat et mettre le mindset de l'entreprise dans l'esprit des Camerounais, ça doit être une conception bien ficelée et holistique qui prend en compte tous les aspects de la vie politique. Donc, c'est un peu ça. Merci Alain Douk. Vous tous, vous êtes très inspirés ce matin. Il y a Joseph Zambo qui lève le doigt là depuis comme un élève de l'école primaire. Joseph Zambo, je ne vous poserons pas de questions. Non. Oui, nous sommes à la saison 2. Parce que là, c'est la saison 2. On lève un peu le niveau cette fois-ci. Donc, j'aimerais faire comprendre quelque chose qui doit déjà être mieux réfléchi en Afrique. Oui. Les plus grands entrepreneurs ne sont pas des illettrés. Il n'y a qu'en Afrique
qu'il existe. Ne sont pas des lettrés. Des lettrés, oui. Non, je veux dire, les plus grands entrepreneurs dans le monde sont des lettrés. Donc, ils ont fait l'école. C'est ça, non? Oui. Voilà. Ils ont fait l'école, c'est des ingénieurs. Il n'y a qu'en Afrique qu'on trouve des illettrés qui sont riches. Et je vous assure, c'est des mauvaises personnes à échanger avec eux. Hein. Parce que quand tu as un illettré qui a de l'argent, qu'est-ce que tu peux lui dire? Il ne faut pas vendre ça. Il faut que les enfants fassent l'école. Le problème ici, c'est sur la qualité de l'éducation. Ce n'est pas sûr, ne pas y aller. Il faut l'école. On a dit qu'on ne devait pas aller à l'école. Non, j'ai dit ça c'est dit. Nous, on sait que les gens qui font les longs crayons là... Aller à l'école et faire le long crayon, c'est deux choses, monsieur Zambo. Il y a un minimum d'école dont vous avez besoin pour entreprendre. Voilà. Maintenant, chercher un doctorat en LMF, c'est pas pour faire de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est pour aller enseigner les langues modernes françaises. Oui. Ce que moi j'aimerais spécifier ici, c'est que il faut faire l'école. Mais la bonne école pour entreprendre. Dans le monde, j'ai pris seulement la liste des 10 personnalités les plus riches du monde. Sur les 10, 7 ont minimum le master. Il n'y a que 3 qui ont minimum le baccalauréat, mais ont quand même fait l'université. Si tu as eu le baccalauréat, hein, tu peux être un bon entrepreneur. On est peut-être pas... c'est là où il manque. Attendez d'abord, Bléré, oui, allez-y. On n'est peut-être pas en train de se comprendre. Je n'ai pas dit que vous ne sachiez pas écrire votre nom. Non, pas du tout. Quand je vais vous dire pratiquement, quand vous arrivez dans une zone, par exemple, agricole, entre l'ingénieur qui est sorti de Tchang et le gars qui fait l'ananas depuis 8 ans, prenez le gars qui fait l'ananas depuis 8 ans. Le gars qui est sorti de Tchang n'a pas vu un champ d'ananas. Il apprend en même temps que vous sur le terrain et votre première école peut être une catastrophe. Le gars qui est venu là, on a commencé à le former là. Il connaît les écueils. Et ça, c'est uniquement pour le cas du Cameroun qu'on a ça. C'est uniquement parmi justement les entrepreneurs et les grands inventeurs, il y a une belle proportion des gens qui sont des autodidactes. Voilà. C'est-à-dire que le gars a vu faire. Ça n'a rien à voir avec les formations diplômées. Très bien. Non, vous ne comprenez pas. Ibrahim a un mot à ajouter. Hein? Oui, vraiment, sur cette importance de l'éducation, je pense que c'est vous les enseignants de l'époque qui disaient que la théorie sans pratique est vide, que la pratique sans théorie est aveugle. Donc moi, je crois qu'il faut les deux. Et ça, il n'y a pas de débat à faire. Il faut les deux à fond. Je ne veux même pas annoncer les choses sur lesquelles je suis en train de travailler parce que ce n'est pas le temps de le faire. Mais je dis, ça c'est un débat où moi je vais revenir. Je vais revenir avec de façon très très sérieuse. Pour dire que, mes chers amis, l'école a sa part à jouer. C'est vous qui avez appris à l'école ce que votre enseignant vous a appris. Qui vous a permis d'appréhender les notions d'entrepreneuriat. Il y a des connaissances qui s'apprennent sur le terrain. Il y a des connaissances qui sont d'abord données théoriquement parlant. Vous êtes ici, à chaque fois qu'un jeune nous dit, oh, on écrit même le business plan là comment. C'est même quoi une notion d'étude de marché. On fait même ça comment? C'est des notions qu'on peut évoquer. Il y a toujours une dimension théorique, il y a une dimension pratique. Ce que nous voulons dire, c'est que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Le système éducatif qu'on a donné à la jeunesse camerounaise a formé ceux qui sont là. Et on pense que si on leur donne également des notions d'entrepreneuriat depuis le bas âge, au moins ils seraient plus éclairés, ils vont joindre à cela la pratique et produire du bon résultat. Merci beaucoup. Hein. Allons une fois de plus à notre messagerie qui explose. Bonjour, l'oncle Bivoué de la modération. Pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ça veut dire celui qui arrange le jeu de la modération. Bonjour à ton brillant panel. Il y a en cours en 4e année maçonnerie et électricité de l'enseignement technique appelé entrepreneuriat. Parce qu'après le CAP, l'élève peut se vendre dans le marché de l'emploi. Cependant, le contenu est vide. Le cours n'est pas nourri. En plus, les élèves des classes d'examen à l'enseignement technique ont 1 mois de stage d'entreprise. Malheureusement, le contenu est encore vide. Au Cameroun, les entreprises sont tribalisées. Suivez mon regard. Les plus forts ne méritent plus les fruits de leurs efforts. Parfait, tu t'engages même en agriculture. C'est encore autre chose. Les pontes du régime gagnent les projets agricoles. Allez interroger les projets jeunes. Ils discutent encore les terrains avec vous au village. L'affaire entrepreneuriale là, mettons ça en prière. La jeunesse est en danger. C'est Mérimé Nkembi depuis un Cotin qui envoie ce message. Allons du côté du plus 7 902, c'est la Russie. Que dit le téléspectateur de la Russie? Bonjour à toi, le Samuel Eto'o.
l'étoile d'or de la communication, le tiroma de l'opposition, le canto des déclarations. Pour amener la jeunesse à l'entrepreneuriat, je crois que les États gagneraient à favoriser et soulager la douane et devraient permettre aux jeunes d'avoir accès à des financements. Merci. Hein? Que dit ce téléspectateur? Bonjour, l'onganga de la modération. Décidément. Parfait. Vraiment, cette maman est une sorcière. Elle ne veut vraiment pas que ses enfants réussissent. C'est Ibrahim depuis Ngousso. Merci. Hein. Autre message ce matin, c'est Adamou de Douala. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, l'entrepreneuriat ne peut pas prospérer au Cameroun car il n'existe pas une justice sociale, trop de corruption. L'entrepreneuriat peut prospérer au Cameroun. On n'a pas dit que ça ce commence à prospérer. N'existe pas. Moi, je prospère. Il faut réduire les injustices sociales. Quelqu'un venait de parler là. Vous arrivez dans votre village, les gens qui sont venus voler l'argent à Yaoundé et à Douala confisquent les terres. C'est un problème sérieux. C'est un problème. Ouais. Si vous n'avez pas accès à la terre, quelqu'un a acheté 250 hectares. Il a confisqué les terres. C'est pas un sorcier. Avec l'argent qu'il a volé. Alors la loi n'autorise pas qu'on vous valide plus de 50 hectares. Ce n'est que le chef de l'État. Mais il y a des individus qui ont 1000 hectares au Cameroun. Incroyable. 5000 hectares. Bonjour, l'on coûte à des modérateurs. L'entrepreneuriat se transmet de père en fils. Tous les pères fonctionnaires placent leurs enfants. C'est Ricardo depuis Douala qui envoie ce message. Alors, prenons une autre préoccupation. Bonjour à tous sur le plateau. Entreprendre n'est pas évident. J'ai un champ d'igname de 2 hectares. Je cherche des acheteurs. Oui, Joseph. Oui, ça, je donne cette leçon-là. Ne vous lancez plus dans des cultures dont vous n'aviez pas encore des acheteurs. Beaucoup de personnes commencent à chercher des acheteurs lorsque le champ est déjà établi. Lorsque ça produit même déjà. Lorsque ça produit même déjà. J'ai eu un jeune du côté de Bala qui était sur 10 hectares de manioc. Le manioc commençait à pourrir. Il ne savait pas qui devait acheter. Il n'a même pas de plan B de transformation. C'est quand ça commence à pourrir que dit, mais donc tu vas te réveiller quand tout serait pourri. Mais monsieur fait le manioc. C'est le bâton de manioc. C'est là où on a pris des coopératives. J'ai dit, on a pris des coopératives de femmes là qui font le bâton de manioc et ils ont commencé à vendre au marché. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, le très éminent, l'inégalé, le phénoménal journaliste parfait Haïssi. Permettez-moi de vous exprimer mes sincères félicitations à l'endroit de Blériot, ainsi que mes vœux les plus chaleureux à Papa Mbarganguele à l'occasion de son anniversaire. S'agissant de la thématique qui nous occupe aujourd'hui, force est de constater que la création d'une entreprise constitue un défi considérable pour de nombreuses personnes en raison des obstacles financiers, cognitifs et environnementaux qui jalonnent ce parcours avec une obstination déconcertante. En effet, les investissements initiaux requis pour lancer une entreprise peuvent s'avérer prohibitifs pour ceux qui ne disposent pas de ressources financières suffisantes, ce qui les contraint à naviguer dans un océan de difficultés avec une visibilité réduite. Par ailleurs, la gestion d'une entreprise nécessite des compétences et des connaissances spécifiques, notamment en matière de gestion, de marketing et de finances, et qui font souvent défaut chez les aspirants entrepreneurs, les laissant ainsi dans une situation de précarité existentielle. Le facteur risque est à l'environnement précaire dans lequel évoluent les entreprises constituent également des freins importants à la création d'entreprises, en ce sens qu'ils peuvent décourager les entrepreneurs potentiels et les dissuader de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Cependant, malgré ces obstacles, il existe des solutions et des ressources qui peuvent aider les entreprises à surmonter ces défis et atteindre leurs objectifs. Le message est très long, hein? Je préfère m'arrêter à ces niveaux dans l'espoir que nous avons eu la quintessence. Alain Douk, les États africains et l'entrepreneuriat, la jeunesse elle-même, parce que lorsque nous lisons certains messages, vous vous rendez quand même compte que une bonne partie de la jeunesse a des doutes, n'est plus encouragée. On vous fait comprendre qu'on a pris toutes les terres, on vous fait comprendre qu'il y a de la corruption, on vous fait comprendre qu'il y a un problème de financement. Alors, dans ce climat-là également, est-ce que c'est évident d'entreprendre avec efficacité?
Non, c'est justement ce que j'ai dit quand j'ai parlé tout à l'heure du contexte général dont il faut tenir compte et qu'il n'y a que la volonté politique résolument qui peut résoudre le problème et créer un espace et un climat de confiance pour que les gens se disent, ben voilà, toutes les conditions sont réunies et on est en train de faire la promotion de l'entrepreneuriat. Quand je parlais des incubateurs là, à faire précocement, on peut même commencer au niveau du primaire, commencer déjà à évaluer, à les inciter. Hein, c'est là qu'on les forme. Oui, les idées de création d'entreprise. Et dès qu'on parle d'incubation, vous savez, si l'État s'en mêle, justement, il n'y a pas que la capacitation sur le plan pratique et intellectuel à créer et à diriger une entreprise, il y a le volet rapprochement des plateformes de financement dans des conditionnalités sur lesquelles l'État aura veillé pour réaliser la faisabilité et le fait de pouvoir porter par ces institutions qu'ils rapprochent des candidats entrepreneurs la réalisation des projets en question. Donc c'est tout l'environnement en question qu'il faut examiner, qu'il faut repenser et il faut que l'État manifeste véritablement sa volonté de s'impliquer et de changer la donne en matière du mindset au sujet de l'entrepreneuriat. Pierre Blériot, Fabio Tama, docteur, du côté de la France, cite un philosophe, il dit, le philosophe disait que l'entrepreneuriat est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais ce qu'on va obtenir, mais c'est toujours délicieux. Oui, c'est très profond. Non, c'est très profond, c'est délicieux. Quand vous voyez seulement, je le dis souvent, si vous avez produit quelque chose, oui, la satisfaction vient déjà même de la production. Le fait d'avoir fait. Vous dites que, mais attendez, c'est moi qui... Ce sont mes œuvres. Ça, ce sont mes œuvres. Donc, je vais souvent au marché, j'achète ça, fait par quelqu'un d'autre, produit. Il y a déjà une autosatisfaction. Mais comme on ne peut pas se limiter là, les produits doivent nous donner, doivent être transformés en revenus. Il faut y parvenir. Tout ce qu'ils ont dit par rapport à l'État, c'est bien. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas seul réussir en tant qu'entrepreneur si l'État ne vous crée pas des facilités. Même les marchés, celui qui a les ignames sont en train de se gâter. Mais il y a un marché d'igname. Le problème, ici, ça rejoint dans l'aspect théorique. Il n'a pas fait une bonne étude de marché. Oui. Où est-ce qu'on a besoin des ignames en ce moment? Il faut donc le faire avant de se lancer. Oui. Bien sûr, il faut savoir que les ignames que je vais faire là, on va les vendre à tel. Il ne faut pas aller faire un champ d'igname là où personne n'a besoin d'igname. Le monsieur Danana qui cherche les vendeurs. Par exemple, si l'État donne des plateformes où on manifeste les offres dans le l'écosystème de l'entrepreneuriat, c'est qu'il vous pistonne sur tel pour vous permettre de... Je suis bousculé par les téléspectateurs. Hein. Joseph Zambo, très inspiré ce matin, patiente un peu. Bonjour, Monsieur Perfecto et à tout ton panel. Voici d'autres mesures que les États africains peuvent prendre pour encourager la jeunesse à l'entrepreneuriat. Le message est très long, mais je vais le condenser. Il dit 1. Créer des incubateurs et des accélérateurs d'entreprises. 2. Simplifier les procédures administratives. 3. Offrir des avantages fiscaux. 4. Favoriser la collaboration entre les entreprises. 5. Développer les infrastructures numériques. 6. Soutenir les femmes et les jeunes filles. 7. Créer des réseaux de mentors. 8. Organiser des événements et des compétitions. Ces mesures peuvent aider à créer un environnement favorable à l'entrepreneuriat et à encourager les jeunes à se lancer dans la création d'entreprises. C'est Jean de Dieu Keploabé depuis Kayele et qui envoie cette contribution. Joseph Zambo. Oui, je voulais simplement parler sur deux aspects. Allons-y rapidement. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'il faut entreprendre pour le cas du Cameroun? C'est une question gouvernementale même. Parce que les secteurs inexploités, les secteurs dont l'État pense qu'il faudrait qu'on génère de revenus de ce côté, c'est les entrepreneurs qu'on envoie là-bas, ce ne sont pas les fonctionnaires. On peut remarquer que, par exemple, la technologie est un domaine qui n'est pas encore très en vue au Cameroun. L'État peut encourager, lors même des colloques, les entrepreneurs camerounais à s'y intégrer dans ce secteur afin de développer ce secteur. Et la deuxième question maintenant, c'est les entrepreneurs dans le sens du projet d'entreprise. Les qui sont entrepreneurs, ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui sont seulement des entrepreneurs. Ça, je veux le dire aujourd'hui. On peut être aussi employé étant entrepreneur dans la même société. Vous pouvez être chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur et vous employez quelqu'un d'autre qui est dans l'entreprise. Il joue aussi le rôle d'entreprise. Parce qu'un entrepreneur est quelqu'un qui prend un projet. Et on peut être dans une entreprise et piloter un projet à l'intérieur d'une entreprise et être aussi un entrepreneur. Et on n'est pas entrepreneur pour chercher l'argent. On est entrepreneur pour
développer une idéologie, développer un projet, servir à quelque chose. Si je ne cherche pas l'argent, oui. Les entrepreneurs ne sont pas les amoureux d'argent. Comment ça? Non. Moi, je pensais plutôt un entrepreneur, c'est pour... Non, c'est faux. C'est faux. Ça, c'est les mauvais entrepreneurs. Ce sont eux qui créent des projets pour de l'argent. Mais on crée un projet pour servir la population et l'argent n'est qu'une conséquence. Allons au plus 86 ans, c'est un numéro de la Chine. Que dit le téléspectateur de la Chine? Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à tout ton panel. Je suis d'accord avec monsieur Zambo. Il faut encourager les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat d'avoir un minimum de formation technique et une base scolaire. C'est important. Nadine Noir, personne n'a dit le contraire sur ce plateau. Hein. Personne. Ibrahim, c'est vous qui avez la lourde responsabilité de conclure ce débat. Ah d'accord, merci pour l'honneur que vous me faites de conclure ce débat. Je pense que les savants ont déjà parlé. Simplement spécifier que dans le processus de création d'entreprise, quand vous allez au CFC, vous avez une année d'exonération fiscale. Donc, c'est pas toujours des mesures... Mais c'est pas suffisant. Oui, on n'a pas dit que c'est ça n'a même pas le temps de... c'était 2 ans. Oui. On n'a pas dit que c'est pas suffisant. Conclusion. Voilà, on n'a pas dit que c'est pas suffisant. Mais je dis qu'il y a encore en train de mettre sur pied ton entreprise quand l'année là est finie. C'est clair que près de 90% des entreprises font un bout de 5 ans. Mais ce n'est pas une problématique qui n'est que camerounaise. Même en Chine, même aux États-Unis, même en Allemagne, j'ai étudié ces statistiques-là. Donc réellement, ça fait des petits pas. On est en train d'encourager l'État à faire bien plus en donnant les capacités à cette jeunesse-là de pouvoir créer de la richesse. Je pense qu'il faut tirer parti de tout ce qu'on a dit aujourd'hui et de se lancer parce que l'action bat l'inaction. Malgré les difficultés, l'action a battu l'inaction hier, l'action bat l'inaction aujourd'hui et l'action battra l'inaction demain. Peu importe la réaction que vous allez avoir, qu'elle soit positive ou négative, vous aurez une réaction. Toute modestie gardée, je pense que c'est le style d'émission qu'on devrait regarder à certains niveaux de notre appareil gouvernemental. Lorsque j'ai dit cela, j'ai dit merci à Joseph Zambo, j'ai dit merci à Alain Douk, j'ai dit merci à mon consultant, Pierre Blériot, merci à Ibrahim, Maxime, Julien. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci.